On voit souvent des articles qui disent « Ah ouais, l'IA, c'est vraiment un risque pour les juniors ». Moi, j'ai pas cette perspective. Pour moi, le risque, il est pour des jobs spécifiques, mais ça peut aussi gravement aider les juniors à acquérir certains skills, devenir un senior dans le rôle. Si tu recrutes quelqu'un qui est pas la bonne personne, c'est super dur à le réaliser. Tu vas d'abord dire c'est l'environnement qui est pas bien pour la personne. Tu veux pas juste virer quelqu'un parce que ça marche pas et tu veux faire en sorte que tout marche. Mais en fait, de plus en plus, j'ai réalisé qu'il faut juste faire en sorte que l'environnement est bon. Et si l'environnement est pas bon, faut virer la personne parce que l'environnement va pas changer. En tant qu'entrepreneur, faut essayer beaucoup, mais faut aussi être honnête avec toi-même. Je commence quelque chose et que si ça marche très très bien, je continue. J'avais cette idée de ok, moi aussi je dois essayer 100 choses et c'est que la 20e qui va être un succès. Je garde la philosophie que j'avais avant, mais dans mon cas, essayer beaucoup et de vraiment voir qu'est-ce qui marche très très bien. Au début, il y avait des trucs qui marchaient vraiment pas bien. Là aujourd'hui, on est vraiment à un point où tout marche bien et il y a des choses qui marchent très très bien. On est parti, Cédric et Yacine, premier podcast à 3 sur le 28e épisode 28. Bravo Félicitations. Cédric. Félicitations à toi d'être sur l'épisode 28. J'avais fait un épisode avec ton associé Antoine de Wonka AI, numéro 12 lui je pense. Allez, ça a pris... Donc tous les 16 épisodes, en 17, 18, on fait une petite update, comme ça à chaque fois, des maths rapides. C'est ça. Ouais, maths très aléatoires. Ça fait un an ou c'était... C'était il y a un an, quasiment, vraiment quasiment jour pour jour, 11 mois et demi à peu près. C'était aussi ici ou... C'était dans l'autre salle ici, ouais. Nice. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une update tous les ans. Donc on se donne rendez-vous le 9 juillet 2026 pour faire l'update suivante. Ouais. Non, tu seras là. Tu seras là. Bilan Wonka chaque année. Exactement. Bilan 2024, 2025, 2026. Je suis super content de faire cet épisode aujourd'hui avec toi, Cédric, parce que la plupart de mes invités, je les connais quand même assez bien. Et là, c'est chouette parce que je te connais assez peu, justement. Par contre, on a des points en commun. Hein. On a des points en commun. L'IA, ça va être un épisode très centré sur l'IA. C'est pour ça que je suis très content qu'Yacine soit là avec mon associé pour Boldis, avec qui on fait de l'automatisation IA. On va parler de Wonka, qui sont très actifs principalement sur le marché belge dans l'IA. Mais j'aimerais un peu plus centrer l'épisode aussi sur toi, parce que tu as un passif super intéressant. Tu es le premier qui a fait une thèse en 2019 qui me disait en off, est-ce que l'IA va écrire nos mémoires à notre place? Donc très chouette tout ce que tu as fait. Je vais faire une petite overview. Tu m'as dit un gros milestone pour vous. Vous avez passé les 1 million de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois pour Wonka. Félicitations à vous, c'est vraiment bien. C'est vraiment un gros accomplishment. On va ouvrir une petite bouteille ce soir. Hein. Allez, on est content d'être là. C'est pour ça qu'on a fait le podcast aujourd'hui. On a fait le trajet juste pour ça. Je vous avais pas encore invité. Hein. On est là, c'est trop tard. C'est trop tard, on s'impose. Avec plaisir. Vous faites 30 maintenant? Non, on n'est pas encore 30. Mais si tu comptes les personnes à qui on a fait des offres et qui ont validé verbalement, qui vont les prendre, alors on sera 30 bientôt. Ouais. Mais donc là, on a une 24 personnes. Bon, en toute honnêteté, il y a aussi des personnes qui sont en freelance, qui sont pas full-time. Mais voilà, je pense que avant la fin de l'année, on sera 30 personnes full-time. Ouais. Ok. Et en équivalent full-time, vous êtes à combien alors? C'est un peu difficile à dire. Est-ce que j'ai pas fait le calcul? Mais ça sera 20, je pense, 20, une vingtaine. Ouais. C'est déjà... j'ai vu le couloir à l'entrée, il est déjà bien rempli. Ouais, on commence à prendre plus de place ici. Ouais. Trop chouette. Ça doit être super excitant à chaque fois d'arriver. Ouais, c'est bizarre parce que ça change aussi beaucoup l'environnement. L'année passée, quand t'es venu, tu passes chaque jour avec les mêmes personnes. Et là, tu as vraiment c'est une classe, quoi. Donc, t'as des différentes cliques dans la boîte, des gens qui parlent sur des différents sujets avec des autres. Maintenant aussi, on est une boîte qui déjeunent ensemble le voilà, midi. Exactement. Et donc, ça, c'était une adaptation parce que tu veux tout faire ensemble, mais à un moment donné, quand t'es 20 personnes à table, tu peux pas avoir une conversation. Et ça, c'était quelque chose qui, je sais pas pourquoi, mais ça faisait un peu peur. Mais là, je trouve que pour tout le monde dans la boîte, c'est vraiment chouette. J'avais vraiment peur de passer de 5 à 20 personnes, que ça allait un peu détruire la vibe qu'il y a dans la boîte. Mais en fait, je me réalise que c'est 10 fois mieux. C'est vraiment, sur tous les aspects, c'est plus cool. Comment on maintient comme ça une culture d'entreprise, une bonne ambiance dans une entreprise qui grandit vite? C'est juste de trouver les bonnes personnes. Trouver les personnes qui ont la même culture que la boîte et de parfois dire à des personnes qui sont très bien mais qui n'ont pas la même culture.
Vous savez dire c'est quoi la culture de Wonka? Tu sais mettre des mots dessus? Parce que Oui. Pour moi, c'est vraiment des gens qui sont entrepreneuriales. Ça, c'est le plus important. Même les devs, tu veux quelqu'un... Dans leurs expériences ou dans leur mindset? Okay. Ouais, l'expérience, ça aide clairement, mais on target aussi beaucoup les juniors. C'est quelque chose que genre, on voit souvent des articles qui disent l'IA, c'est vraiment quelque chose qui est un risque pour les juniors. Mais ça, moi, j'ai pas cette perspective. Pour moi, le risque, il est pour des jobs spécifiques, mais ça peut aussi gravement aider les juniors à plus vite à acquérir certains skills, devenir un senior dans le rôle. Je suis sûr qu'il y a aujourd'hui des seniors qui ont déjà pendant un an, des juniors, qui pendant un an ont vraiment optimalisé leur recherche sur le sujet dans lequel ils veulent devenir experts, et à cause de l'IA, ils peuvent devenir un expert beaucoup plus vite que les autres personnes. Parce qu'en toute honnêteté, dans le passé, voilà, c'était vraiment, tu devais pas chercher ton job, mais tu devais chercher ton mentor, ton manager, c'est la personne de qui tu apprends le plus. Et voilà, si t'avais pas le bon manager, t'étais un peu... comment on dit ça? T'avais besoin de lui pour apprendre, alors qu'aujourd'hui... Voilà. Et si t'avais pas le bon mentor, tant pis. Et là, aujourd'hui, si t'as pas le bon mentor, déjà t'as YouTube, t'as tout ça c'était la première vague. Maintenant. Mais maintenant, t'as ChatGPT où tu peux tout conceptualiser dans ta situation. Et donc, contextualiser, pardon. Et donc, voilà. Donc ça, clairement, tu cherches des personnes qui sont entrepreneuriales, tu cherches des personnes qui veulent faire plus que le client demande. Pour moi, ça, c'est hyper important parce que... Extra mile. Voilà. Et you go the extra mile. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que tu peux assez facilement aller chercher tu peux aller valider pendant ta recherche quand tu fais des tests avec des personnes, quand tu fais les interviews. C'est toi qui recrutes? De plus en plus, de moins en moins, c'est moi. Mais de plus en plus, je passe mon temps sur le sujet. Ouais. Parce que on a quand même aussi remarqué qu'on a parfois fait des recrutements qui étaient peut-être pas génial. Et alors, je parle pas que sur Wonka, mais aussi dans mes expériences avant. Et que, c'est une drame. Si tu recrutes quelqu'un qui est pas la bonne personne, c'est super dur à le réaliser. Tu vas d'abord dire, en fait, c'est l'environnement qui est pas bien pour la personne, parce que t'es un être, comment on dit ça, émotionnel aussi. Et voilà, tu veux pas juste virer quelqu'un parce que ça marche pas et tu veux faire en sorte que tout marche. Mais en fait, de plus en plus, j'ai réalisé que, aussi pour les personnes, faut juste faire en sorte que l'environnement est bon. Et si l'environnement est pas bon, faut virer la personne parce que l'environnement va pas changer. C'est un match, dans tous les cas, entre une personne et une boîte. Exactement. Ouais. Et donc ça, moi, dans mes approches, quand je recrute, je pose que des questions. Est-ce que tu es sûr que tu veux commencer à bosser ici? Obviously, on fait aussi des tests techniques et tout ça, mais ça, c'est pas mon dada. C'est pas moi qui va faire la validation. Mais moi, je demande juste, est-ce que si situation A, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu es sûr que tu veux bosser dans une boîte où il y a parfois des gens qui disent, mais en fait, pour le client a demandé ça, mais nous, on pense que ça, c'est mieux, donc on va faire plus et on va faire en sorte que on améliore encore. Et donc, voilà, c'est un peu, c'est une approche différente et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris chez Spentis. Et du coup, là, quand tu recrutes, tu cherches de plus en plus de profils qui seront... En fait, tu vas plus chercher la personne plutôt que des skills purement techniques. Parce que maintenant, avec l'IA, il y a toujours possibilité de voilà, si tu as des lacunes, tu peux trouver la réponse par toi-même. Donc là, c'est plus autour de l'humain, finalement. Ouais. Ou est-ce que tu serais d'accord avec ça? Je veux valider la passion, la motivation, l'intelligence et les soft skills. Et clairement, dans certains rôles, les hard skills sont aussi super importants, mais quand c'est des juniors, t'as encore 23 ans, tu as encore le temps d'apprendre quelque chose. Et moi, je crois que oui, maintenant avec l'IA, tu peux accélérer ce processus et donc pourquoi pas investir dans la bonne personne avec les bons soft skills, mais pas les bons hard skills pour alors aller apprendre les hard skills. Ouais. Et ça, on voit aussi. Chez nous, il y a des personnes qui viennent pour des jobs sales et qui peuvent commencer à faire du développement eux-mêmes. Et alors, c'est vibe coding. Ouais. Et donc, ou du no-code. Donc, ça aussi, clairement. Donc, des sales qui rentrent et qui commencent à vibe coder et no-coder. En plus, tu as des outils qui font en sorte que tu peux donner de la valeur, pas toujours dans la meilleure façon, mais très proche de ça, en no-code ou en vibe coding. Ouais. Et donc, clairement. Ouais. Okay. J'ai déjà 40 000 questions et on n'a pas encore présenté Wonka. Je pense que c'est important de le faire. C'est quoi Wonka?
Ça, je te propose de présenter ça. Et puis, ce que j'aimerais bien faire, c'est revenir un peu dans le passé, peut-être 10 ans avant, et commencer un peu à décomposer un peu tes expériences entrepreneuriales qui t'ont mené à être là aujourd'hui. Ouais. Ça te va? Ouais, super. Donc, C'est quoi, Wonka? en fait, ça fait 2 ans et 3 mois là, donc le 9e quadri qu'on a clôturé. Et en fait, ça a commencé en tant que quelque chose que moi je voulais toujours faire, c'est créer un agent IA qui peut aider à répondre à des emails. Et donc ça, c'était qu'est-ce qu'on a commencé, c'était en mode SaaS. On avait fait un outil que tu pouvais aller plugin avec Gmail, Outlook, et tous les emails qui rentraient, tu pouvais aller répondre avec GPT, c'était 3.5 si je me trompe pas à ce moment-là. Mais en fait, c'était horrible parce qu'à ce moment-là, OpenAI, ils étaient pas du tout prêts, et donc tu envoyais les emails de tes clients et tu savais pas qu'est-ce que OpenAI faisait avec les emails. Donc question sécurité, on n'avait pas vraiment de réponse. En plus de ça, le modèle 3.5, c'était pas un bon modèle, donc voilà. Aussi, les emails, ils étaient pas toujours bien. Et alors, Gmail et Outlook, ils ont annoncé que voilà, on va aussi faire des copilotes dans les agents mail ou dans les outils. Dans l'interface. Ouais, voilà, exactement. Et on s'est dit, bon, on va pas faire la concurrence avec eux. C'est comme ça que tu as rencontré ton associé, si je me rappelle bien. Oui, ouais, Okay. Ça c'est une bonne histoire. L'histoire qui est très drôle. On l'a déjà raconté dans l'épisode, ouais, mais je te laisse la raconter. Faut aller à la dernière. Merci pour le call to action. Merci. Ouais. Non, donc voilà, c'était assez cool parce que c'était moi avec mon cousin. Et donc moi j'étais à ce moment-là en Thaïlande et j'étais en train de faire en fait ma copine était en train de faire du bénévole là-bas, et donc moi je faisais le bénévole le matin, mais donc beaucoup moins qu'elle, et alors l'après-midi je bossais, et à ce moment-là voilà, c'était ChatGPT qui était lancé. Je voyais ok, mon idée pour les emails, bon voilà, c'est pas l'idée que tout le monde a eu, je pense. Allez, si c'est l'email que tout le monde l'idée que tout le monde a eu, c'est pas spécial, mais donc je me suis dit je vais faire ça en no-code. Je l'avais fait en no-code. Puis j'ai été voir mon cousin et lui, il a fait en code. Et alors, on l'avait fait pour Gmail. Tu l'avais avec quel outil de no-code? Bonne question, c'était Bubble, je pense. Ouais, c'est le plus populaire, je pense. Hein. Ouais, j'avais pas beaucoup d'expérience avec les outils no-code, donc j'ai juste demandé à ChatGPT comment est-ce que je dois le faire. Et ça prouve encore une fois la barrière à l'entrée de faire un SaaS aujourd'hui, à quel point elle est faible. Un sujet auquel on va revenir après, tu me parlais de la mort des SaaS, que tous les gros SaaS comme ça vont tendre à disparaître. On va pouvoir en reparler après parce que c'est un sujet qui est quand même super intéressant dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Exactement. Mais donc, il y a pas comme tu dis, il y a pas de barrière, et donc pour moi c'était une nuit et le système était opérationnel. T'as lancé combien de SaaS dans ta vie? Des vrais SaaS. Toutes les idées que tu as démarrées. Je dirais 5 à 10 sur lesquelles j'ai vraiment travaillé sérieusement. Ouais. Mais des petites idées. Tu m'avais plusieurs. conseillé un podcast, je me rappelle plus, mais je l'avais écouté, il durait 4 heures, il était trop bien, avec un gars qui avait un challenge de lancer un SaaS toutes les semaines pendant 1 an. C'est peut-être Peter Levos? Ouais. Ouais, ça, quand j'étais à l'étranger, voilà, c'était vraiment la grosse inspiration. Parce que c'est vraiment juste un mec qui dit, t'as pas de limite. Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Et lui, il s'est beaucoup mieux codé que moi, donc pour lui, c'est encore un peu plus naturel. Mais lui, il a eu blindé d'idées. Il a lancé, je pense, avec succès, 5 à 6 SaaS qui ont fait plus de 10 000 MRR par mois. Là, aujourd'hui, je pense qu'il est à 100 000 MRR. Non, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et lui, sa philosophie, c'est faut essayer 100 choses. Et il a vraiment une liste sur... Allez, c'est vraiment une bonne idée d'une fois aller regarder. Parce que tu vois sa liste de tous les 100 projets qu'il a essayé. Et il n'y en a que 5 qui ont réussi. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment aussi... c'est très important en tant on est un peu en train de partir sur un autre sujet. On peut revenir après si tu veux. Mais en tant qu'entrepreneur, faut essayer beaucoup. Mais faut aussi être honnête avec toi-même. Et donc ça, c'était toujours ma philosophie. Je commence quelque chose... et que si ça marche très très bien, je continue. Et donc, c'est vraiment, j'avais cette idée de, ok, moi aussi, je dois essayer 100 choses, et c'est que la 20e qui va être un succès. Et là, j'ai eu de la chance qu'avec Wonka, on a eu quelques personnes qui très très vite croyaient dans notre compétence. Et ça, c'est aussi lui, mais Antoine, qui étaient vraiment des personnes avec beaucoup de talent. Donc, j'ai eu beaucoup de chance qu'eux aussi, ils ont fait partie de l'équipe. Et
qui voyait notre vision et qui voyait qu'est-ce que nous ce qu'on voulait faire, et il disait le truc email c'est pas safe, mais par contre ça c'est quelque chose qui va être résolu, donc vous pouvez déjà commencer à construire un système un peu identique mais chez nous dans notre business. Et alors donc on avait le truc email. Je pense que ma mère était la seule personne qui payait pour le système. Ta mère, c'était la première cliente de tous tes SaaS. Ouais. Même de la bière. Mais alors, alors on avait une grande boîte qui ont dit, mais en fait, ça, on veut, mais chez nous. Donc, est-ce que vous pouvez pas, en mode consultance, venir l'implémenter? Et alors, on a fait copier-coller de qu'est-ce qu'on avait déjà fait. Et ça a très, très bien marché. Et le moment qui a vraiment cliqué pour moi, c'était quand on a changé le système qu'on avait fait pour eux, de le 3.7 vers le modèle 4, on a vu, sans que nous, on fait quelque chose, 3.5, pardon. Ouais. Je pensais que tu parlais Claude à un moment. Non, ouais, désolé. Que le moment qu'on avait juste changé le modèle, c'est une ligne dans le code. Nous, on n'a rien apporté, que la valeur avait augmenté pour eux. Et là, je comprenais vraiment, nous, on peut vraiment construire quelque chose, mais il y a aussi tout l'écosystème qui va aller très, très vite et qui va encore donner beaucoup plus de puissance au projet qu'on fait. Là, avec du GPT-5 qui va arriver, vous pensez que toutes les technologies que vous avez déjà en place vont prendre en valeur automatiquement avec les nouveaux modèles? Oui, clairement. Oui. Et on le voit déjà avec un modèle comme Claude 3.7. Alors là, on voit vraiment que c'est une grosse différence. Et donc, on a des projets où on a bougé de 4.0 vers 3.7 et d'une journée à l'autre, ça a vraiment beaucoup plus de valeur. Ouais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec Wonka? Donc là, aujourd'hui, notre truc sur lequel on est vraiment focus, c'est sur rendre tous les processus que tu as dans la boîte plus efficaces et plus qualitatifs. Donc c'est assez white, c'est pas vraiment une niche. On fait beaucoup. On parle avec des accountants, des boîtes de construction, des logistiques, vraiment tout. Est-ce que c'est voulu d'être aussi wide? Ou est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, on va un peu se nicher? Ça a été toujours un choix de moi, parce qu'en fait, je garde la philosophie que j'avais avant, mais dans mon cas, le fait d'essayer beaucoup et de vraiment voir qu'est-ce qui marche très, très bien. Au début, il y avait des trucs qui marchaient vraiment pas bien. Là, aujourd'hui, on est vraiment à un point où tout marche bien et il y a des choses qui marchent très, très bien. Et donc, vous double down sur ces choses-là. Et donc, par exemple, le Wonka Chat, donc ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place en tant qu'un produit. C'est quelque chose qui a vraiment commencé donc en fait, le Wonka Chat, c'est comme ChatGPT, mais c'est pour des entreprises, c'est pour des organisations, c'est pour des équipes. Et c'est vraiment l'idée de, tu vas, par exemple, si demain tu veux engager quelqu'un, tu veux mettre le job description sur ton site web. Aujourd'hui, tes étapes, c'est d'abord, tu vas dans ChatGPT, tu prends l'ancien job description sur le site web, tu vas le copier, tu vas le mettre là-bas et tu vas dire, maintenant, fais-moi ça, mais pour ce rôle. Et ajoute X, Y, Z. Et alors, tu prends ce résultat et tu vas dans Bubble ou Webflow ou tu vas à ton site et tu vas le mettre là-dedans. Et donc, en fait, là, qu'est-ce que nous, on a créé? C'est tout ce processus, il est dans le Wonka Chat. Donc, tu ne dois plus aller sur le site web, tu ne dois plus aller publier, tout se passe automatiquement. Donc, un agent IA qui a accès à ton CMS, il a la capacité d'aller chercher l'information, de poster dedans. Exactement. Mais alors, la complexité, c'est si l'agent peut faire tout, où est-ce que tu vas la limiter? Et donc, il y a encore beaucoup de valeur dans l'apprentissage des équipes, de faire en sorte qu'ils construisent les bons agents pour les bonnes personnes. Parce que nous, ici, chez Wonka, on a un agent qui a vraiment accès à tous les systèmes. Et donc, si une personne a accès à la comptabilité, il pourrait aller dire, je vais encore créer cette facture pour ce client, ou c'est en fait pas le but d'aller créer des factures. Et donc, ça, au début, on a vraiment dit, ça, c'est un problème. Donc, on a aussi construit tout un système de sécurité où maintenant, si toi, sur le site, tu peux pas mettre des nouveaux job descriptions, alors dans le Wonka Chat, tu pourrais pas non plus être capable de faire ça. Après, une certaine hiérarchie d'accès en fonction des rôles dans l'entreprise. Ouais, donc on utilise beaucoup le MCP d'Anthropic. Et donc, ça, c'est open source. Et aussi, le Wonka Chat, ça a été forqué d'un truc open source. Je pense qu'on est assez technique pour une audience assez vaste. C'est quoi Moi, j'écoute fermement. C'est quoi un MCP? MCP, c'est le Model Context Protocol. Ça a été lancé le 17 ou le 19 novembre l'année passée. Et en fait, c'est vraiment une standardisation de comment tu vas donner accès pour une IA
un n'importe quoi. Donc, ça peut être des data sources, ça peut être comment on appelle ça, des outils de calculation. Template d'agent IA, quoi. C'est un template d'intégration. C'est vraiment, donc c'est pas comment tu vas structurer ton agent IA, mais c'est où tu vas donner tous les outils pour faire en sorte qu'ils peuvent vraiment accéder à n'importe quelle partie du business. Et donc, ça peut être des documents sur SharePoint, ça peut être des documents sur ton site web. Ton CRM. Ouais, mais ça peut aussi être genre, si tu as un Excel dans lequel tu calcules, si tu vas construire une nouvelle maison, je dois acheter X de cet de fournisseur, Y de ce fournisseur, je dois calculer mon ROI. Si dans ta boîte, tu as de l'IP où toi, tu penses que tu fais mieux la calculation que tes concurrents, alors si tu as ça dans un moteur, tu peux aussi donner accès à ce moteur grâce au MCP. Et donc ça, ça blinde de valeur. Et ça, pour nous, ça a tout changé. Donc le MCP a tout changé. Et alors la deuxième chose qui a beaucoup changé, c'est les modèles de raisonnement. Donc on voit aussi clairement, et ça c'est quelque chose, si tu vas il y a un site web qui s'appelle, je connais plus le nom, mais si tu vas sur Google, tu fais IQ Test AI Models, tu le verras, et tu vois vraiment que l'année passée, en mai, les modèles, ils étaient pas plus intelligents que l'humain moyenne. Et là, aujourd'hui, on est à un IQ de 130. Et ça, c'est le modèle qui sont accessibles aujourd'hui dans les plans à 20 € par mois. Et ça aussi, ça a tout changé. Tout ça en un an, donc dans un an. Ouais. Et puis, on sait que c'est exponentiel en général, ce genre de ça développement. Ça est loi, c'est un nom, cette loi. Comme quoi, tous les 18 mois, toutes les technologies qu'on a sont doublées en capacité. Je saurais pas dire ce qu'est non. C'est le grand débat si ça va être une curve qui continue comme ça ou s'il va faire comme ça. Mais en même temps, en Amérique, ils sont en train de construire des data centers monstrueux. Et le but, c'est d'entraîner GPT-6 et GPT-7. Donc, on peut s'attendre quand même que, même si c'est pas comme la dernière fois, parce que moi, j'ai vécu la transition de GPT-1 à GPT-2, GPT-2 à GPT-3. La plupart des gens ont découvert la GPT au moment de la release du 3 et de ChatGPT. Cédric connaissait déjà le 1 à l'époque. Je sais pas toi, si tu connaissais déjà le 1, non, mais j'ai entendu parler du 2 quand j'étudiais, on parlait du GPT-2, mais c'était pas ouf déjà à l'époque. On nous en parlait. Le GPT-2, c'était le premier qu'on pouvait utiliser. Donc le GPT-1, c'était un peu une mythe de on a quelque chose et ça marche et ça sait qu'un saumon c'est un poisson et que c'est pas quelque chose qui est sur la terre. Des trucs très simples. Ouais, mais par contre le GPT-2, on pouvait pour la première fois l'utiliser. Ouais. Et ta thèse l'article que tu avais fait sur les thèses, c'était à l'époque de GPT-1, même pas 2. Donc c'était la transition de GPT-1 vers GPT-2. Donc ça c'était en 2019 et en fait tu l'as utilisé pour ton mémoire? Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai dit dans ma thèse, que j'avais à ce moment-là, je vais être honnête, j'avais un peu peur que si j'allais utiliser ce système, que peut-être ils allaient dire « Ah ouais, t'as utilisé l'IA pour écrire ta thèse. » En 2019? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment pionnier. J'ai attendu de le publier après que j'avais reçu mes points pour ma thèse. Ouais. Mais j'avais joué avec... En pratique, tu l'as utilisé pour écrire ton mémoire? Le truc, c'est moi, j'étais hyper mal en écriture. Donc, j'étais très, très vite sur Grammarly. Ça a sorti en 2011, je pense. Et je pense qu'en 2012, j'avais l'abonnement pro parce que je m'en sortais pas sans un outil comme ça. Mais par contre, j'avais utilisé les GPT-2, mais en toute honnêteté, c'était de la merde. Donc, tu te demandais, donc, c'était un autre système. Tu donnais une phrase et alors, ça allait te faire 3 à 4 phrases qui suivaient après. Donc, tu pouvais pas poser une question parce qu'alors, t'avais pas toujours une réponse. Et donc, j'avais pris la première phrase dans mon abstract de la thèse et alors, j'avais demandé créer une abstract. Et un des 10, c'était vraiment bien. Ça, c'était vraiment une abstract que j'aurais pu utiliser sans faire des changements. Mais les autres 9, c'était nul. Donc, il y avait encore beaucoup plus d'hallucinations. Ouais. T'as étudié quoi? Économie. Ça? J'ai d'abord fait Saint-Louis, ici à Bruxelles, et puis KU Leuven. Ouais. Et ça, c'était parce que, comme j'écrivais très, très mal, le seul truc qui m'a motivé pour faire économie, c'était parce que c'était le seul truc où tu avais un master d'1 an. Ouais. Et donc, pour moi, mes études, c'était quelque chose que je devais faire de mes parents. Je voulais pas du tout faire. J'avais vraiment mal pendant les études secondaires. Mais alors, la grosse chance que j'avais, c'était que j'ai choisi pour aller à Saint-Louis.
Et comme il y a beaucoup d'étrangers à Saint-Louis, et le niveau de français est déjà un peu plus bas que dans les autres universités à Bruxelles, ils donnent beaucoup moins vite des mauvaises notes sur l'écriture. Et donc, Saint-Louis, c'était en français, du coup. Oui, voilà. Mais c'était la seule université où ils disaient, voilà, si, comment on dit ça phonétiquement, c'est bon, alors ça passe. Et donc ça, c'était un grand cadeau pour moi parce que voilà, j'étais beaucoup moins stressé pendant mes examens parce que je pouvais écrire des bêtises grammaticales et vocabulairement. Et T'avais voilà. pas Grammarly pendant les examens. Non, voilà, exactement. Ni ChatGPT. Ouais. Mais Même GPT-2. Ouais. Non, voilà, et alors, ouais. T'étais pas très scolaire de base? T'as jamais trop aimé les études? Par contre, après, dans l'université, j'étais vraiment fort parce que Saint-Louis a complètement débloqué qu'en fait, je comprenais que je suis pas nul, c'est juste le système n'était pas fait pour moi. Et le système à Saint-Louis, il était différent et là, j'étais motivé. Et donc, après 1 an, j'avais tout réussi en première. Donc, j'avais pas des examens pendant l'été. Et alors, voilà, depuis là, j'étais vraiment motivé de quand même bien étudier parce qu'alors, pendant l'été, je pouvais faire des autres projets. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les entrepreneurs sont moins scolaires? J'avais posé la même question. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? T'allais poser la même question, donc t'as une petite idée derrière la tête. Si tu veux mon avis, c'est pas une corrélation directe, mais il y a quand même il y a une petite tendance. Il y a une petite tendance, mais c'est peut-être parce que, en fait, quand t'es scolaire, on te met dans un système et tu t'appliques ce système, quoi. Tu vas juste suivre les règles comme on te les a données, alors que dans l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et que du coup, si toi, t'as l'habitude de pas suivre les règles et de passer outre tout ça, c'est là en fait où tu vas plus réussir quand t'entreprends. Et donc ça, c'est des profils qui sont moins scolaires en général. Après, je pense qu'il y a aussi une capacité à être scolaire tout en étant capable de passer passer outre ces règles et réussir à finalement à créer ses propres idées et pas toujours juste appliquer ce qu'on te dit. Ouais, c'est un juste milieu, je pense, entre être scolaire, c'est apprendre à apprendre, une certaine régularité, une discipline. Mais en même temps, l'entrepreneuriat, c'est garder ça et en même temps, voilà, think outside the box et faire des choses un peu différentes. Ouais, je pense, pour moi, je suis aussi entre les deux et c'est comme vous dites, t'as besoin d'être un peu un misfit pour avoir cette idée débile d'aller lancer des startups parce que voilà, la réalité, c'est que la majorité des startups, c'est pas un succès. Et donc, tu dois être conscient de ça. Et ouais, mais allez, je pense aussi que voilà, il y a vraiment des choses que tu apprends à côté de l'école, mais quand tu es à l'université. Parce que toi, par exemple, tu as fait YouStart et je pense que pour toi, ça a été vraiment pivotal pour vraiment prendre ce chemin. Et tu n'aurais pas connu YouStart si tu n'aurais pas passé dans une école après. Ouais. De toute façon, c'est un truc, je suis convaincu de ça, c'est d'entreprendre pendant qu'on est étudiant, c'est clairement de 1000 kilomètres le meilleur moment pour le faire. T'as pas de pression financière à ce moment-là si t'as de la chance dans la situation dans laquelle tu es. Il y a énormément d'aides qui existent sous les incubateurs étudiants, tous les subsides, tous ces clubs étudiants. C'est un écosystème parfait pour entreprendre. Donc YouStart, ça n'existe plus malheureusement, mais c'était pendant longtemps le plus grand club d'entrepreneuriat en Belgique. Cédric a également passé 3 ans dans ce club-là. Je pense que ça t'a aussi apporté des compétences, un réseau qui t'a servi à vie. On en parlait de connaître l'asso Alphine, Vlaio, tous ces organismes qui encore maintenant ce réseau-là te sert, quoi. Ouais, et par exemple, on parlait du recrutement, mais je m'imagine que pour toi, les premiers calls de recrutement que tu as fait, où toi, tu étais le recruteur, c'était dans YouStart. Et donc ça, c'est des expériences clés. Le réseau, c'est génial. Et aujourd'hui encore, je peux vraiment utiliser ce réseau de YouStart. Il y a aussi des personnes qui sont maintenant dans des entreprises, qui sont devenues des clients, qui étaient chez YouStart. Et donc, voilà, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Moi, personnellement, les trucs que j'ai appris dans l'école, ça m'a rien apporté pour qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ou rien, c'est peut-être exagéré, je veux pas exagérer, mais je pense que quand on réfléchit en termes de hard skills, parfois c'est plus dur de trouver. Après, je pense qu'il y a vraiment ces notions d'apprendre à apprendre, aller chercher l'information, aller faire des trucs que t'as pas envie de faire parfois, mais tu dois le faire quand même. Ces choses-là, je pense qu'ils viennent quand même.
Ouais, et c'est clair, tout le monde sait, tu dois faire la médecine pour devenir docteur, ça c'est logique, mais pour devenir entrepreneur, tu dois pas nécessairement faire des études. Ouais, tu vas pas suivre des cours spécialement, il faut que tu fasses ça comme ça, c'est beaucoup d'instinct aussi. Ouais. Et aussi, tu m'as posé tout à l'heure, c'est quoi les trucs quand tu recherches pour des personnes pour venir chez Wonka, et l'entrepreneurial, c'est important. Mais par contre, on regarde aussi l'école, quoi. Parfois, pas l'école où tu as été, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tes études? Parce que pour moi, c'est vraiment... Si t'as fait que tes études, c'est un red flag? Oui. Oui, c'est un red flag. Ouais, parce que... normalement, il y a des exceptions. Hein. Il y a toujours des exceptions. Mais c'est un red flag. Et... pour moi, si tu es étudiant et t'as pas une bonne raison pour laquelle tu fais pas des autres projets à côté, t'as pas pris l'opportunité qui est devant toi. Pourquoi un background entrepreneurial comme ça, c'est aussi important dans un recrutement? Parce que ça démontre des capacités d'indépendance, d'autonomie. C'est quoi pour toi l'importance de ça? Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un peu polyvalent. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est important. Surtout dans une start-up où il n'y a pas vraiment encore de rôle très figé, c'est un peu... Ouais, mais même dans les grosses boîtes. Je pense que dans les grosses boîtes, qu'est-ce qui les freine souvent? C'est parce qu'ils ont trop d'experts qui sont peut-être pas assez polyvalents. Et donc voilà, donc le fait que tu es polyvalent, le fait que you go the extra mile, que tu penses, ok, peut-être je vais à la maison ce soir parce que voilà, je dois encore cuisiner pour ma copine ou pour mon copain ou pour quelqu'un d'autre, où tu te dis, mais en fait, si ce soir je fais encore un peu plus, alors les clients demain il va être hyper content, et alors demain je passe tout mon après-midi à faire des choses que je préfère. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment, les entrepreneurs, ils vont penser, est-ce que j'ai bien fait mon taf? Ils vont moins vite venir demander à de la validation à quelqu'un d'autre, et en plus de ça ils vont un peu plus loin. Et ça, c'est qu'est-ce que les clients ils adorent. N'importe si c'est un SaaS ou un consultant, c'est dans toutes les business, c'est la même chose. Si tu fais plus que qu'est-ce que tu as vendu, alors tu as du succès. Si tu fais moins que tu as vendu, alors tu as pas de succès. Parce que plus facile pour acquérir plus de clients, c'est que les clients existants disent tu dois aller bosser avec eux. Et la seule façon qu'ils vont le faire, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont reçu plus de valeur que pour lequel ils ont payé. Parce qu'ils l'entendent par là. Comment on inculque ça dans une culture? Est-ce que c'est obligatoirement naturel ou il y a des choses qu'on peut mettre en place en tant que CEO, en tant que manager pour implémenter ça dans ses équipes? Faut penser sur les incentives que tu mets en place. Mais ça, en toute honnêteté, c'est vraiment une réalisation des derniers 2 mois, et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de me... j'ai quelqu'un qui m'aide un peu avec ça, un mentor qui a déjà vécu cette histoire, parce que pour moi, c'est pas clair. Donc, j'ai pas les réponses pour comment est-ce que tu mets des bonnes incentives en place. Deuxième truc, c'est la culture. Tu dois faire en sorte que tout le monde arrive au bureau avec un smile, sinon c'est foutu. Donc ça aussi, c'est important que les gens, non seulement ils sont motivés pour faire leur travail, mais aussi qu'ils viennent au travail avec beaucoup de plaisir. Parce que ça aussi, c'est un peu une particularité où nous, on est quand même assez strict sur le fait qu'on demande de venir au bureau un max. Ça veut pas dire que tu dois venir chaque jour. Pour une boîte tech, je veux dire, il y en a beaucoup, le remote prend plus en plus de place. Parce que la culture est importante, et moi je crois que la culture, tu l'as plus à côté de la machine de café que dans un call Zoom. Et donc ça, unfortunately, le moment qu'on a tous des headsets et on peut être en réalité virtuelle, je veux bien revoir mon point de vue, mais là ça, c'est aujourd'hui... le mode startup, un team building de verre pour les boîtes en remote. Ça doit sûrement exister. Ouais, alors, le truc... c'est de leur impliquer dans les succès. Ça aussi, c'est super important. Un grand challenge avec Wonka a été qu'il y avait cette notion qu'il y avait les fondateurs et les non-fondateurs. Et beaucoup de personnes qui veulent prendre la responsabilité, ils veulent aussi vraiment avoir cette reconnaissance que c'est des fondateurs. Et ça, c'est parfaitement possible dans une boîte. Il y a des gens chez Wonka qui vont être considérés des fondateurs des parties de Wonka qui ont été créées. Et ça peut devenir des boîtes séparément, ça peut devenir tout des trucs comme ça. Donc il y a par exemple le fondateur du Wonka Chat. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'est pas ni toi ni Antoine. Exactement. Okay. Ça, c'est parfaitement possible. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu veux avoir cette... Allez, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir... Est-ce que c'est juste un titre ou ça, il y a une espèce d'equity ou quelque chose comme ça? Si c'est juste un titre, c'est un problème. Hein, c'est vrai. Il faut reconnaître qu'est-ce que les gens ils apportent. Là, on n'est pas encore à la grandeur
où c'est intéressant de commencer avec des parts, mais c'est pas quelque chose que, t'as par exemple le CEO de Odoo qui dit, moi je donne des parts à personne. Ça, c'est pas notre mentalité. Par contre, là, on réduit tous les coûts à un max. Et en Belgique, la réalité, c'est que si tu veux donner des parts à tout le monde, ça te coûte 10 000 à 20 000 euros chez les grands consultants, boîtes de consultance. Et donc là, on n'est pas encore prêt à faire ça. Mais il y a plusieurs façons que tu peux le faire, aussi en dehors de les parts. Et je pense que c'est aussi dans le sens où tu veux donner l'aspect de pouvoir être créatif. Donc moi, j'ai ma vision pour Wonka Chat et va très très loin. Mais pas tout le monde, il n'y a pas beaucoup de personnes, et même pas Antoine, avec qui je partage tous les détails de qu'est-ce que je veux faire. C'est vraiment, pour moi, c'est important que tout le monde peut faire cet exercice mental de c'est quoi la meilleure façon de faire le Wonka Chat, et que moi, je vais pas trop pousser ma direction dessus. Et voilà, à la fin, je pense que moi, je suis dans une bonne position parce que chaque nuit, je pense de ça. Donc, j'ai passé plus de temps, mais c'est pas parce que j'ai passé plus de temps que mes idées vont être mieux. Et donc ouais, ça aussi, c'est vraiment important. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est particulier à Wonka. Donc, on fait aussi beaucoup des projets de consultance. Mais les projets de consultance qui vont très, très bien, ils peuvent aussi apporter des choses techniques qui sont nouveaux et qui pourraient devenir quelque chose open source que quelqu'un peut mettre de son nom dans l'écosystème. Et ça aussi, pour certains développeurs, c'est vraiment une badge of honor. Et je sais que nous, on le fait pas encore, en toute transparence. On est encore au début. Mais par exemple, je sais pas si vous connaissez Aikido. C'est une entreprise qui sont dans la cybersécurité en Belgique. Et eux, ils ont des personnes dans l'entreprise qui ont créé, c'est pas des entreprises, mais qui ont vraiment créé des produits qui sont maintenant open source et que d'autres personnes peuvent. Une espèce de communauté. Oui. Et par exemple, TechWolf, je sais pas si vous connaissez TechWolf, c'est une boîte à Gand qui sont en croissance vraiment très, très impressionnant. Et là, il y a des personnes dans la boîte qui ont contribué à l'écosystème, des modèles qui s'appellent les modèles IA TechWolf, entre guillemets, et qui ont 20 000 de downloads qui ont été créés par des personnes qui sont pas les fondateurs dans la boîte. Et ça, pour moi, c'est clairement un signe d'une bonne culture. Il y a combien de fondateurs dans le Wonka Chat? Ça, c'est une question pour l'année prochaine. Ouais. Non, là, je pense qu'on a vraiment Mais plus que 2, quoi. Oui, il y a plus que 2 personnes qui sont vraiment activement en train d'ajouter des feature requests, des UX improvements, des trucs comme ça. Et à part le titre de fondateur de ce produit-là, ça veut dire quoi être un fondateur du Wonka Chat? Ouais. Moi, pour être honnête, j'aime pas le mot fondateur. Je vais pas l'utiliser, je vais pas appeler ça le titre. Owner. Oui, c'est plutôt owner et Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'IP, ils ont des droits là-dessus? C'est quoi? Non, ils ont pas des droits sur l'IP. Non, ça c'est une claire distinction, mais c'est aussi dans le sens où nous on utilise beaucoup d'open source. Donc il y a une grosse partie que le but c'est aussi de contribuer à l'open source. Et si tu le contribues à l'open source, alors d'office il y a pas d'IP. Mais il y a clairement aussi une partie d'IP qu'on veut construire chez Wonka. Ça, c'est l'objectif. Mais ça appartient à la boîte, ça, clairement. Ouais. Mais je suis en train de penser quand on a la conversation, parce que rien t'empêche pour dire, ok, en fait, tu peux aussi avoir des gens qui ont de l'IP en externe, parce que même, c'est dommage parce qu'en Belgique, ils avaient vraiment créé un système pour ça. Et maintenant, ça a juste été utilisé pour payer moins de taxes sur des développeurs. Parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui se font payer une partie en IP, mais en fait, c'est juste la boîte qui paye pour le temps et qui paye pour eux pour développer. Mais officiellement, c'est une transaction sur l'IP, mais c'est pas officiellement comme ça. Mais en fait, c'est une bonne idée de aussi dire pourquoi pas avoir une structure dans laquelle des gens peuvent aussi avoir de l'IP. Ouais. Et donc, tu fais des espèces de sous-compartiments dans Wonka, des espèces de sous... Et ça, c'est live ou c'est un projet? C'est quelque chose qui existe déjà? C'est live, ouais. Il y a vraiment des personnes qui sont en train de bosser sur leur projet. Ouais. Un projet dans Wonka. Ok. Et on a parlé un peu ça en off. Donc au début, je pense que vous avez commencé avec 100% de service, 100% de consultance, de prestations. Et puis de plus en plus, il y a eu ces produits. Il y a le Wonka Chat, mais il y en a d'autres.
Wonka Mail, Wonka Voice. Ouais. Wonka Voice. Ouais. Cette transition, comment elle s'est faite? Est-ce que vous avez eu plusieurs demandes d'un même client pour une même technologie et puis vous avez dit, OK, autant en faire un produit ou comment cette transition s'est faite? Et maintenant, quel est l'équilibre et la vision que vous avez vis-à-vis de ça? Donc, tu vas parler avec un client et tu dis, on peut te construire si le client est Coca-Cola, un Coca-Cola chat pour 300 000 euros. Et ils vont dire, ça, c'est beaucoup d'argent. Par contre, si tu crées la base, tu peux revenir chez eux et tu peux dire, on peut le faire pour 30 000 balles. Et donc, c'est vraiment un win-win-win. Il y a des clients aujourd'hui qui ont payé vraiment pas beaucoup pour un système qui est mieux que ChatGPT. Mais ça, c'est quand c'est un produit qui répond à beaucoup de personnes. Parce que si vous développez un truc from scratch pour un client, ça ne vaudra pas le coup pour 30 000 euros, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? C'est prendre quelque chose qu'on a fait pour un client et copier en interne. Ça, c'est souvent, c'est pas intéressant. C'est plutôt, pourquoi pas? tu vois, déjà d'abord, parfois avec les contrats, c'est pas possible, tu peux pas le faire et alors on doit le respecter. Mais en deuxième temps, c'est parce que l'autre truc est beaucoup plus intéressant. Souvent, tu peux construire quelque chose qui va être une base, qui va être utile pour chaque client et qui va donc diminuer la barrière pour faire un projet avec Wonka. Okay. Et donc ça, c'est jusqu'à présent, c'était vraiment la valeur de Wonka Chat. Si tu voulais faire copilote pour une boîte comme, je prends Bpost par exemple, tu veux mettre, je sais pas avec combien ils sont, mais je dirais 10 000 à 50 000 personnes, tu veux tous les mettre sur le Microsoft Copilot, tu commences à payer. Nous, on peut littéralement mettre quelque chose pour eux pour 20 000 balles et alors ils payent juste les tokens. Et donc voilà, c'est vraiment les économies sont là et ça c'est juste parce que ils vous payent pas vous un abonnement en plus, ils payent que les tokens une fois que c'est je pense que ils vont. Aujourd'hui, on a déjà des clients qui nous demandent de passer sur un abonnement parce que là, au début, on avait que Antoine et alors encore une personne mi-temps qui était en train de faire le système de base. Là, il y a 2 personnes full-time sur le système de base. Et alors, il y a beaucoup de projets où on est en train de l'intégrer chez des clients, où on apprend aussi beaucoup et où on peut se dire, on doit encore ajouter ça ou on doit encore ajouter ça. Et donc, là, si aujourd'hui, on déploie un Wonka Chat chez un client, 3 mois plus tard, le système est complètement différent. Et donc alors, où on refait l'exercice, où ils disent, ouais, non, mais en fait, on veut juste passer sur un mensuel et on veut que vous faites en sorte pour les updates et tout ça. Ça vous prend combien de temps d'implémenter? Enfin, je sais pas si. Ouais, vas-y. Ça vous prend combien de temps d'implémenter un Wonka Chat sur un client? Ça dépend. Donc là, si tu veux, tout à l'heure, on peut en faire un pour toi. Si c'est hosté de notre côté, ça prend 5 minutes. Et après, la connexion avec nos outils, ça, c'est nous qui nous en occupons. Ça dépend aussi, ça dépend des outils. Donc voilà, si par exemple vous êtes sur tu veux Odoo, connecter à ton Google Doc ou ton Odoo. Okay, ouais. Mais si tu es sur, par exemple, un immobilier, il est sur Wise. Et donc alors la connexion avec Wise, ça, c'est vous qui vous en occupez de faire les connexions, les intégrations. Je pense que ça dépend des serveurs MCP déjà existants. Ouais, donc c'est exactement ça. Et souvent, pour des boîtes, il y a pas de serveur MCP existant s'ils sont sur les grands logos. Mais donc, par exemple, pour un Wise, ça, c'est vraiment chiant. Faut aller faire un appel avec eux. Est-ce qu'on peut avoir la documentation de l'API? Et eux, ils sont là, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, on est là, mais on va faire en sorte que la valeur de Wise va être x3, pour les personnes qui l'utilisent. Et ils sont là, on vous croit pas, mais on peut le montrer. Et c'est pas des chouettes conversations parce que souvent, ils ont cette idée on peut le faire en interne, peut-être, mais c'est jamais vrai. Les boîtes, ils vont pas réussir à faire ça. Ils nous voient comme une concurrence. Et ça aussi, c'est pas nécessaire. Il y a certains cas où c'est vrai, mais par exemple, pour un Wise, moi, j'ai pas du tout l'ambition de créer un nouveau Wise. Et donc, si dans Wise, il y a des fonctionnalités qui sont nécessaires pour des immobiliers pour bien faire leur travail, alors nous, on n'a pas de added value sur ça et donc on pourra pas concurrer avec ça. Par contre, si les gens, ils ont un peu, comment on dit ça, qui sont lazy,
et qui vont pas toujours bien faire les tâches qu'ils doivent faire dans Wise pour updater les systèmes et X, Y et Z. Et s'ils ont eu encore quelqu'un qui est venu avec eux voir une maison et ils disent, bof, c'est la fin de la journée, je vais pas le mettre là-dedans. Là, c'est où nous, on peut apporter de la valeur parce qu'ils peuvent ouvrir leur Wonka Chat dans la voiture. Ils peuvent dire, ah ouais, ok, j'ai encore parlé avec cette personne. Rappelle-moi, demain, je dois envoyer X, Y et Z. Et voilà, hop, c'est dans le système. Et si cette personne, il est après en train d'appeler avec quelqu'un d'autre, il est distrait et il a un problème et le jour après, il peut pas faire le suivi, ben alors c'est encore toujours dans le système. Et donc, c'est vraiment la grosse valeur que nous, on apporte, c'est que tous les outils digitaux que tu utilises, que tu pourras juste vraiment faciliter ta vie dans le sens où tu dois aller updater ou faire des recherches. Et ce chat-là, là, t'en parlais dans la voiture, il peut faire sa petite note comme ça. Et c'est accessible comment? C'est une web app? C'est sur leur CRM directement? Donc là, en fait, c'est le Wonka Chat. C'est un site web sur lequel ils peuvent aller. Et donc, je disais 5 minutes, mais pour une grande boîte, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'alors, ils vont faire en sorte que des personnes qui ont accès à Microsoft. Et donc, il y a un portail de connexion avec tous les employés de la boîte, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et alors, ouais, ils peuvent juste sur le téléphone, qu'est-ce que tu fais comme ça? Moi, je crois de moins en moins dans les applications comme ça. Bah, il y a des cas où tu veux vraiment le créer. Et par exemple, pour des clients, on l'a déjà fait. Il y a des bonnes raisons pour le faire. Mais là, voilà, tu ouvres le site web sur Safari et tu dis, fais-moi une app. Je sais pas quel est le bouton exactement, mais alors ça te fait un petit icône et tu as exactement la même expérience. Et donc là, ils peuvent utiliser la voix, ils peuvent utiliser des commandes en écrit et ça a tous les mêmes accès qu'ils ont sur l'ordinateur. Donc si alors tu vas faire la connexion avec HubSpot pour mettre tout dans le système HubSpot, ça va le faire encore plus cool. Dans certains agents, si tu les as bien fait, il peut aussi aller comprendre qu'il doit le mettre dans HubSpot. Et ça apparaît débile, mais si par exemple tu bosses avec des techniciens qui font des constructions de maisons et eux, à la fin de la journée, ils disent « Ah ouais, moi j'ai fait ça, ça, ça et ça », l'agent peut dire « Ah mais la dernière chose que tu as fait, en fait c'est intéressant aussi pour la personne de sales ». Donc, je vais le mettre dans le CRM et je vais envoyer un email et tu peux vraiment aller. Et donc, le but, c'est qu'ils soient aussi proactifs et qu'ils prennent des actions. Mais ça, avec les modèles de raisonnement, c'est vraiment, c'est incroyable. Mais tu me parles de sales, de notes vocales, de HubSpot. On travaille sur un projet qui s'appelle Jay, où c'est un concurrent direct de Donna. Je sais pas ce que tu connais bien. C'est clairement ce genre de choses vers lequel on tend. Il y a de plus en plus de SaaS qui font des choses comme ça. C'est quelque chose vers lequel on tend. Ouais. C'est un bon marché parce que c'est vraiment un problème que tu as dans beaucoup de trucs. Mais vous devez peut-être aussi penser pourquoi pas aller dans les choses qui sont non sales. Parce que par exemple, pour les boîtes de construction, c'est vraiment quelque chose qui est aussi hyper utile. Bah, c'est les secteurs les moins digitalisés aussi. Donc c'est là où il y a le plus à faire, mais après, je pense que tu seras d'accord avec ça. C'est les secteurs où il y a le plus à faire, où ils ne voient pas forcément la valeur que tu peux apporter parce qu'ils savent pas, ils sont réticents, ouais. Moi, je suis déménagé la semaine dernière. Il y avait la personne qui venait pour installer Proximus. Il a ouvert son ordinateur, il a écrit qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Et j'étais là et je me suis dit, c'est 10 minutes qui ont vraiment servi à rien parce qu'après, il va dans sa voiture, il passe faire la prochaine installation. Tu peux réduire le temps qu'il passe chez moi avec la moitié. Et donc, tu as appelé le CEO de Proximus le lendemain. C'est une bonne idée parce que c'est en fait... Nicolas Philmotte travaille chez Proximus d'ailleurs. C'est Stein. C'est l'ancien... Non, mais c'est que depuis la semaine dernière. Mais c'est un toi aussi. Ouais. Qui était le CEO de Segeka. Et Segeka, c'est un grand concurrent à nous. Mais en fait, Proximus aussi. Parce que là, Proximus, ils sont aussi vraiment en train de se développer dans les services professionnels. Donc, ils font beaucoup de leur croissance aujourd'hui, c'est créer des agents IA aussi pour des entreprises. Tout le monde se lance un peu. C'est un grand marché. Ouais. Et c'est la chance qu'on a. C'est vraiment un grand marché. Et il va que grandir. J'aimerais revenir un peu en arrière sur ces multiples SaaS que t'as lancés. Comment ça se passe? Comment on a 19 ans, 20 ans, comment on lance un SaaS comme ça? C'est quoi les 2, 3 SaaS un peu mémorables que t'as lancés? C'est quoi les SaaS où t'as été plus loin?
Raconte-nous un peu cette période SaaS. T'as plus d'expérience que moi. Moi, je savais pas qu'est-ce que je faisais. Moi, je me rappelle un jour, tu m'as dit un truc à rire. Je dis, comment on trouve le pricing d'un SaaS? Et tu m'as répondu, bah, on augmente le prix toutes les semaines jusqu'au moment où les clients s'énervent. Ouais, exactement. Et en ça marche très bien. Parce que avec les services, tu peux pas le faire. Je l'ai essayé, donc voilà. C'est pas une bonne idée. Avec les SaaS, c'est la manière de le faire. Et c'est aussi quelque chose que j'ai aimé. Et par exemple, moi, je mets toujours tout en question. Et genre, pour une raison ou une autre, le standard dans le SaaS était toujours, t'as 3 prix. Et tu veux que tout le monde prenne le 2e prix. Et tout le monde connaissait l'histoire. Tu fais des prix comme ça. Voilà, exactement. Et c'est là, mais allez, c'est pas nécessairement vrai. Et aujourd'hui aussi, ChatGPT, maintenant, ils ont aussi le plan qui est beaucoup plus cher, mais c'est pour une autre raison. Je suis sûr que c'est pas pour psychologiquement dire que voilà, celle-là, elle est moins chère. C'est parce que il y a des personnes comme nous qui consomment vraiment beaucoup de crédit. Et donc, si nous, on a la version Pro, ils font de la perte. Et même sur la version Pro, ils font de la perte. Mais donc, pour moi, c'était vraiment un jeu. C'était chouette. J'avais une idée, je pouvais le lancer. Et avec à quel âge ton premier SaaS? Tu vois, c'était pas si tôt, pour être honnête. J'ai pas commencé en SaaS. Moi, j'ai commencé. Le premier truc que j'avais fait, c'était vidéo pour des entreprises. Des vidéos. Ouais. Donc, des vidéos professionnelles. Ça, c'était 16 ans, je pense, mon premier. Ouais, c'est mon premier truc. Ça fait 11 ans que t'es entrepreneur, Cédric, c'est ça? Ouais, mais je compte pas ça en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense que ça compte. J'ai un truc, j'ai arrêté de le faire, mais je pense les 10-15 premiers épisodes que je faisais, je posais toujours la première question qui était « C'est quoi ta première expérience entrepreneuriale ?» Bah oui, mais c'est comme les vidéos. Ouais, mais c'est... Mais puis après, je décortiquais avec les gens, et franchement, gérer un clan sur Clash of Clans ou... franchement, c'est de l'entrepreneuriat. Faut gérer ta team, t'as un chef adjoint, il y a un budget à gérer. c'est toutes des choses comme ça. Et même, je sais plus, quelqu'un m'a dit un jour, j'étais dans une communauté, je crois que c'était du League of Legends ou un truc comme ça. Il avait créé son site web de son clan ou un truc comme ça. Et c'est des choses, bah voilà, tu peux faire à 13 ans. Les jeux. Bah, moi, je pense que c'est du Clash of Clans, ouais. Clash of Clans, t'as ton clan, t'as tes 50 membres. Tu connais? Ah ouais, quelque chose? Moi, je connais. Hein. T'as joué ça aussi ou pas? Non, je connais juste de nom. Après, j'ai pas trop joué, honnêtement. C'est comme Marco que là, tu fais ton team park et... Et t'avais une team? T'avais une team à gérer? Non, c'était solo, c'était pas online. Ouais. Non, mais alors, c'était Call of Duty, hein, c'était les clans sur Call of Duty. Et faire des quick scoping et tout ça. Ouais. Bah après, je sais pas, pour toi, alors, c'est quoi qui peut être l'entrepreneur? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a cette notion de gestion d'équipe et de faire grandir quelque chose qui est pas dans Call of Duty, par exemple. Bah si, pour moi, l'entrepreneuriat, comme je dis, j'ai une autre vision. Pour moi, ça veut pas dire que t'es la chef de la boîte. C'est qu'est-ce que tu fais, c'est pas qui tu es. Et c'est ton mindset, ça c'est hyper important. Un mindset de growth, j'ai l'impression quand même. Voilà. Et personnellement, mais aussi les personnes autour de toi. Et ça, c'est pour moi vraiment qu'est-ce qui distingue un entrepreneur et un non-entrepreneur. Mais pour moi, c'était Call of Duty. Mais je suis même pas fier de dire, genre, bientôt rouge. Mais c'était les montages quick scoping. Donc moi, je pensais, ah ouais, mais en fait, putain, mais... T'avais ta chaîne YouTube avec... Ouais, j'avais ma propre chaîne ou pas, ça, je sais pas, mais qu'est-ce que je voulais... T'avais Face Clan, ça, c'était genre le grand truc. C'était des jeunes qui étaient ensemble dans une maison, qui faisaient des vidéos YouTube. Ça, c'était nos rêves à tous au collège. Ouais, voilà, et tout le monde les regardait, il tournait 3 fois, et alors c'était hyper cool, et il tuait quelqu'un à l'autre côté du map sur Call of Duty. Et donc, moi, je me disais, mais c'est quelque chose dans lequel je veux aller. Mais j'étais pas un bon joueur, et donc je m'ai appris à faire des edits, et donc je faisais genre des animations 3D où tu voyais le nom de la personne, et moi mon goal à ce moment-là c'était de devenir éditeur chez c'était chez Face Clan alors. Mais le problème c'était à ce moment-là la barrière était plus haute, genre si t'avais pas le bon ordinateur, moi à un moment donné j'avais certains trucs que je conceptualisais, que je voulais faire, mais mon ordinateur ne pouvait pas le tirer. Et donc, je pouvais pas devenir un vrai éditeur Call of Duty, sauf si j'allais dépenser 4000 balles sur un ordinateur. Et bon, j'avais pas ça, là. Mes parents, ils voulaient pas sponsoriser. Et donc ça, pour moi, c'était la première expérience. Mais clairement,
gérer une équipe, c'est aussi hyper important. Motiver une équipe, et ça, c'est alors YouStart. Pour moi, ça, c'est vraiment la première expérience. Et moi, je suis super curieux comment toi, tu l'as vécu, et peut-être aussi pour quelles raisons est-ce que toi, tu as commencé à bosser chez YouStart. Est-ce que c'était, comment on dit ça? Est-ce que c'était, est-ce que tu voulais sortir quelque chose? Allez, est-ce que tu avais un but quand tu allais dedans, et comment ça t'a été aidé? C'était un peu en deux temps. Il y a un peu cette phase où moi j'ai rejoint quand j'étais en deuxième année d'université. Donc c'était un peu cette phase première année où ça a l'air chouette, ça a l'air cool. Donc ça c'était juste un peu l'aspect comme ça. Mais puis après dans cette première année-là, c'est là où j'ai lancé ma première startup MyGreen, où on livrait de la nourriture dans le zoning. Donc c'est vraiment de la nourriture saine dans des packaging zéro déchet. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et c'est là où j'étais tout seul en fait, j'étais dans ma chambre, je travaillais avec des développeurs qui étaient en Tunisie, où tous les samedis on faisait des updates sur le site. J'étais dans un mauvais mindset entrepreneurial où je parlais à personne de mon idée, j'étais comme ça dans ma chambre, un peu stressé de ce qui allait se passer. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, et je voyais dans toutes les vidéos YouTube d'entrepreneuriat que je regardais, dans les livres que je lisais, il faut s'entourer, il faut rencontrer du monde. Et quand t'as 18 ans, comme ça, tu sais pas trop comment aller t'entourer dans l'entrepreneuriat. J'ai pas une famille d'entrepreneurs, j'avais aucun ami ou entourage entrepreneurial. Et du coup, ça me faisait fort stresser. J'étais stressé d'être entrepreneur parce que je me disais, syndrome de l'imposteur, je suis pas à ma place. Ça te fait encore toujours stresser ou Non, ça va maintenant. Ça va, je suis content. Ça va, je suis à l'aise. Et toi, ça te fait stresser? Quand même, parfois, ouais. Ça dépend du contexte, je pense, mais... Ouais, tu veux... Allez, tu veux... Pour moi, le plus difficile, c'est plus ma histoire. Dans le sens où j'ai vraiment, pour moi, l'idée, c'était, tu construis une boîte et t'as 10 personnes qui bossent pour toi et t'as... C'est la pression, de la responsabilité, quoi. Ouais, mais là, tu as des autres personnes qui voient vraiment mon cas comme la grosse occasion pour faire leur prochaine étape dans leur carrière. Et c'est très important pour moi pour faire en sorte que, ils ont ça. Et B, que voilà, on fait en sorte qu'on fait pas des bêtises parce que t'es jeune, tu veux grandir très très vite, mais tu dois quand même prendre des choix responsables pour faire en sorte que tu dois... La dernière chose que moi je veux faire, c'est avoir 3 personnes qui joignent aujourd'hui et dans 3 mois, je dois dire, faut les virer. Ouais. Alors moi, j'ai mal fait mon boulot. Et ça, c'est la partie de l'entrepreneuriat qui me stresse quand même. Parce que je sens qu'on a une grosse opportunité et je veux investir là-dedans. La bonne chose, c'est que l'équipe, comme elle est entrepreneuriale, elle valide cette vision et eux aussi, ils veulent complètement y aller. Mais en même temps, quand la musique finit, tu dois faire en sorte que... Je pense que c'est important aussi pour ça que de recruter des gens entrepreneuriales pour comprendre un peu la dynamique d'une boîte, que parfois, comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre la dynamique, comprendre les décisions un peu de comment on oriente une boîte. Si on n'a pas ce truc entrepreneurial, c'est plus dur à comprendre. Quelqu'un qui a été salarié pendant longtemps et qui a jamais eu un comportement entrepreneurial va avoir plus de mal à comprendre comment évolue une startup, les décisions qui sont prises dans une startup. Est-ce que tu as l'impression que maintenant, après YouStart, tu as encore toujours ce réseau? Ouais. Ouais, non, clairement. De toute façon, j'ai construit l'entrepreneur. Regarde, Arnaud qui est ici, qui fait en sorte que la qualité de ce podcast est géniale. C'est parce que j'ai appelé un ami à lui, Elliot, avec qui je travaillais à YouStart. Et je me rappelle qu'il faisait les vidéos dans YouStart. Salut Elliot, ça va? Ça fait 3 ans qu'on s'est pas parlé. J'espère que ça va. Là, on parle un peu. Tu fais encore des vidéos? Non, mais je te conseille, Arnaud, il est très fort. Arnaud est là et il s'occupe du podcast. Donc, typiquement, un exemple comme ça. Et donc, c'est toutes ces choses-là. C'est pas YouStart, c'est l'incubateur, mais je le mettrais dans le même panier parce que c'est du réseau. Je serais pas là avec toi, je pense, si j'avais pas été à l'incubateur parce que j'aurais pas rencontré Antoine. Donc toutes ces choses-là, ça m'a vraiment beaucoup influencé. Et pour terminer ma réponse sur... Mais tu vas pas m'appeler et dire, maintenant je suis stressé pour X ou Y raison. Mais est-ce que tu as des autres personnes que tu appelles et avec qui tu es vraiment très très honnête et tu dis ça marche pas ou je me sens frustré pour telle ou telle raison et... je pense que tu le fais davantage avec d'autres entrepreneurs qu'avec... Parce que tu vas expliquer ta situation à ta copine ou à ta mère, elle va pas vraiment comprendre. Alors que quand tu parles avec un autre entrepreneur qui est passé par les mêmes peurs, les mêmes contraintes, les mêmes stress, il va beaucoup plus te comprendre et tu seras beaucoup plus dans cette dynamique d'échange et surtout d'être compris. Et ça a été un gros game changer pour moi et ça termine un peu ma réponse. C'est que quand j'ai rejoint YouStart et l'incubateur en même temps en 2020, mon stress, il est passé de 100 à 1 parce qu'en fait, je me disais, je suis pas un fou dans ma chambre qui lance son truc. Il y a plein d'autres gens qui le font
Et ces gens-là avaient les mêmes peurs, avaient les mêmes envies. Et donc, en fait, tu dis, OK, ça va, en fait. Il y a plein d'autres gens qui font ça. Même ça représente 0,1% de la population, mais si tu les mets tous dans la même salle, tu dis, OK, ça va, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et après, tu peux aller échanger sur ton quotidien, sur tes envies. Et t'as vraiment, enfin, tu te sens beaucoup plus compris, accepté. Comment ça se fait alors que, parce que maintenant, peut-être je me trompe, mais j'ai cette idée que tu bosses à la maison, tu es pas dans un incubateur. Comment ça se fait que tu as alors pris cette décision? C'est parce que tu as l'impression que ton réseau, il est déjà là, ou tu es peut-être trop distrait dans un incubateur, ou... Bah écoute, j'ai appris à faire quelque chose. Et franchement, c'est qu'on peut vraiment networker de manière qualitative en ligne. Je pense que j'ai peut-être pas autant qu'en 2020 où j'allais à tous les événements tous les jours, mais j'ai rencontré des dizaines de relations hyper qualitatives avec des messages LinkedIn qui ont enchaîné sur un Google Meet, puis tu vois les posts l'un de l'autre. Et puis en fait, j'ai l'impression d'avoir développé un autre réseau. Donc j'ai un peu ce réseau-là de ma vie de 2020 à 2023, où là c'est beaucoup l'époque où j'étais dans tous les événements, beaucoup de networking. Et là maintenant, cette dernière année, j'ai vraiment l'impression d'avoir développé un réseau d'entrepreneurs digitaux, d'infopreneurs. Et peut-être même plus qualitatif. C'est différent. Et je pense que c'est dans les deux sens. Ça apporte des choses, il y a des plus et des moins. Ça, c'est aussi quelque chose que tu as appris en tant que gamer, parce que ça... moi, mes meilleurs potes en deuxième, c'était des personnes que je connaissais pas. C'était des personnes avec qui j'ai random joué Call of Duty, et apparemment, t'as un clic et ça continue comme ça. Et ça, aujourd'hui aussi, il y a quelques entrepreneurs avec qui je parle pour vraiment avoir l'inspiration, et juste parfois pour raconter mon histoire que j'ai encore jamais vue en vrai. Et ça, parfois, ça a plus de valeur. Parce que je trouve parfois, dire à un pote que tu te sens pas bien, tu veux pas que eux, tu veux pas que eux, ils doivent se sentir mal pour toi. Et avec quelqu'un que tu connais pas, tu sais qu'il va pas dormir mal parce que toi, tu l'as dit que tu es un peu plus stressé que normalement. Est-ce que t'es prêt à raconter toute ta vie à quelqu'un que tu connais pas vraiment? Moi, je trouve ça plus facile. Et ça, c'est aussi quelque chose, j'ai voyagé pendant 1 an, et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, comme c'est facile à expliquer tous tes problèmes à quelqu'un que tu connais pas. Et en gros, quand tu vas en thérapie, c'est un peu la même chose. Je pense que beaucoup de la valeur de la thérapie, c'est juste le fait que tu parles avec quelqu'un que tu dis, ouais, ok, mais bon. Et c'est aussi parfois, allez, j'ai quelqu'un dans ma famille, elle allait faire de la thérapie, il vient chez la thérapeute, et en fait, elle était là, ah ouais, ok, je vais raconter tous mes problèmes, blablabla, tout ce que je peux améliorer, hein, j'ai une conversation très très ouverte. Jour après, le soir, ils ont un dîner, et il y a un pote à eux ou à cette personne qui avait un nouveau copain, et c'est le coach à qui la veille tout dit. Et ah ouais, tu veux pas, et c'est pour ça que genre t'as certains trucs que tu vas pas dire à tout le monde, et pour ouais, voilà, donc c'est parfois c'est plus facile à parler à des étrangers, moi je trouve personnellement. Comment tu gères tes hauts et tes bas? Là, ça fait 2 ans et 3 mois chez Banca. Il y a eu des moments où ça allait moins bien que maintenant. On en parlait en off juste avant. Il y a 1 an, c'était plus compliqué, par exemple. Comment tu gères tes émotions? Comment tu décorrèles la situation de ta boîte et ta situation émotionnelle personnelle? Comment tu gères tous ces aspects émotionnels et psychologiques? J'ai pas les bonnes réponses. C'est quelque chose avec lequel j'ai encore toujours du mal, dans le sens où en fait, moi, je suis toujours stressé. Donc, même si ça va très très bien, je suis stressé pour pas prendre les bonnes décisions. Et quand ça va pas très bien, je suis stressé parce que peut-être, voilà, j'ai des décisions difficiles à prendre. Et c'est juste venu avec le temps. Donc, moi, quand je commençais Banca, c'était différent qu'avec les autres boîtes, parce que Banca, c'était la première fois que je me disais, je vais arrêter où je bosse maintenant, et c'est all-in. Donc, c'est pas un petit projet. Hein, maintenant, on va vraiment y aller, et on va vraiment complètement sauter, et je vais faire rien d'autre pendant 1 an au moins. Non, en fait, pendant 6 mois. Ça, c'était l'idée. Et ouais, ça, là, j'avais beaucoup peur. Et en fait, après, ce sentiment est jamais complètement parti, parce que chaque personne que j'embarque, j'ai encore toujours cette petite voix qui me dit « Ah, c'est quand même un risque. » C'est potentiellement quelqu'un que, voilà, c'est peut-être juste la personne en trop, et si demain, ce client ne signe pas ou ce client arrête, peut-être tu dois... Ouais. Et ça, pour moi, ça reste le plus dur. Donc, c'est à chaque fois que je embarque quelqu'un nouveau sur l'équipe, je suis là, c'est quand même un peu plus de stress. Ouais. Mais en même temps, avec l'expérience, le stress diminue, et donc, voilà, ça devient de mieux en mieux.
tu gères mieux ton stress ou tu stresses moins? Je gère mieux mon stress. Je pense que là, je suis vraiment dans un bon mindset. Et aussi, pendant l'été, l'année passée, quand en fait, ça allait pas très bien, j'étais dans un très bon mindset. Donc, pour moi, c'est pas directement lié. Comme je dis, il y a des périodes comme ça va très, très bien. Le mois passé, on avait un mois fantastique. Mais moi, personnellement, j'étais pas hyper bien. Et il y avait plusieurs raisons. C'est parce qu'on a déménagé. Et donc, j'étais en train de gérer 2 projets en même temps. Ouais. Et donc, voilà. Donc, il y a certains trucs qui sont en dehors de ton contrôle. Mais voilà. Mais moi, je pense que le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que tu as des personnes avec qui tu es 100% transparent. Et si tu peux pas le faire avec ta copine ou ton copain parce que ils connaissent pas ta situation, parce que ça, si ça peut être un avantage. Moi, ma copine, je la rencontre pas chaque soir, les grosses choses qui ont été très très mal, les grosses choses qui ont été très très bien. Et donc ça pour moi c'est aussi dans une façon très très bizarre, c'est un luxe parce que je dois pas nécessairement aller expliquer quand les trucs font mal, parce que voilà, j'ai pas non plus expliqué quand les trucs font bien et on a d'autres choses, on a d'autres trucs en commun et comme ça aussi je peux lâcher le travail quand je suis à la maison. Mais par contre, la semaine dernière, j'avais quelque chose et je pouvais pas le sortir et alors je l'ai expliqué. Mais donc, pour ça, j'ai des bonnes personnes que je peux appeler. J'ai des personnes, c'est des bons potes. T'as un coach aussi, t'as un mentor. Je sais pas si tu parles de ces choses-là, l'aspect émotionnel aussi. Oui, donc c'est pas un coach, c'est vraiment un réseau. C'est pas hyper grand. Et c'est vraiment pas des personnes qui sont genre les entrepreneurs les plus connus ou ceux qui ont eu le plus de succès. Parce que moi aussi, je pense vraiment qu'une grosse partie de n'importe quelle histoire de succès, c'est de la chance. Et donc, j'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui ont acheté des Lamborghini et qui ont des belles maisons à Knock et qui sont pas nécessairement des gens que je respecte pour leur entrepreneuriat. Et j'ai des gens qui, chez qui tout a pas marché et que je respecte beaucoup. Et je vais plutôt appeler cette deuxième personne parce que j'ai l'impression que je peux apprendre. Et en plus de ça, c'est aussi une très très bonne idée de parler avec des personnes qui ont eu des histoires où ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, tu peux plus apprendre d'eux qu'avec des personnes qui ont des histoires de succès. Apprendre ses échecs après tout. Ouais, exactement. Ouais. C'est plus fun d'être à table avec Mark Zuckerberg, mais tu vas plus apprendre si tu vas parler avec, quoi que son nom, le mec de WeWork. Je suis sûr que... par contre, c'est un type un peu spécial. Je connais pas personnellement. Ouais, t'as le truc, le show sur Apple TV. Faut vraiment le regarder, c'est trop marrant. Ouais. Tu te formes beaucoup? J'ai de moins en moins de temps et c'est le truc que je trouve le plus dommage. Ouais, parce que avant, je pense que j'étais facilement 10 heures par semaine. Là, par exemple, le mois dernier, comme je dis, j'ai trouvé pas du tout l'énergie pour faire de la recherche, des trucs comme ça. Et par contre, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc là, fait quoi? Donc, je lis beaucoup, pas des grands livres, mais par exemple l'Économiste, parce que ça me donne juste une vue globale de qu'est-ce qui se passe. Il y a des très très bons articles sur l'IA et sur l'entrepreneuriat. J'adore Matt Wolf, est-ce que tu connais? Ouais, je regarde ça, je me force à regarder ça toutes les semaines. Je sais pas si tu connais? Non, je connais pas. C'est un américain, je pense, ou un anglais, un américain, ouais. Je pense américain. Américain, il fait de l'actu IA. Et donc en gros, c'est des petites vidéos où il va pas en détail, il te parle un peu de l'actu IA, des nouvelles releases, et après... moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il va pas trop en détail, il te fait vraiment une overview de plein de choses. Et donc après, les trucs qui t'intéressent, tu peux les creuser par toi-même. Et donc ça te permet, mais je me force vraiment à le faire. Je me dis, ok, t'es dans l'IA. Si un client te parle d'un truc d'IA que tu connais pas, c'est chaud, quoi. Dans notre domaine, on est obligé d'être constamment informé et suivre ce qui sort. Pour toi, c'est quoi les trucs que tu suis? Moi, je suis pas mal de pages sur Twitter. J'ai pas les noms exacts, mais du coup, j'ai constamment des actualités sur l'IA qui me sortent sur Twitter et sur LinkedIn aussi beaucoup. Je saurais pas te donner des noms là tout de suite, mais je m'abonne. En fait, dès que je vois une page un peu d'actualité IA, etc., je m'abonne. Vraiment, tu trouves pas que c'est devenu vraiment de la merde sur Twitter? Après, tout dépend, hein. Tout dépend à quoi tu t'abonnes. Moi, je trouve que ça va, personnellement. Ouais. Moi, j'ai l'impression que mon feed, il a complètement changé. Qu'avant, c'était Peter Lavel, c'était tous des gens qui étaient en construire les trucs. Et maintenant, c'est des vidéos, des personnes à l'autre côté du monde qui tombent d'un vélo ou vraiment complètement random.
Ça dépend de l'algo. Si tu continues à avoir des gens qui tombent à vélo, c'est que tu la regardes. Probablement, j'ai eu une soirée où je me suis dit, ouais. Non, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose à entretenir, en fait, son feed, que ce soit sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau. Et quand tu l'entretiens bien, que dès qu'en fait, tu vois un truc qui t'intéresse pas ou que tu sens que tu commences à rentrer dans un truc débile, moi, soit je le passe vite parce que je sais que l'algo, quand il me voit passer vite, il va comprendre que ça m'intéresse pas. Et je m'abonne dès que je vois des pages intéressantes. Je m'abonne, je like. Même des fois, quand j'enregistre, je sais que ça, c'est pour l'algo, ça l'améliore, et après j'en ai de plus en plus. C'est comme ça que j'arrive à avoir un bon algo sur Twitter, notamment. Mon Twitter, c'est pratiquement que ça. Tu promptes ton algo. C'est en fait aussi, quand tu comprends comment ça marche un peu derrière l'algo, tu comprends aussi comment l'utiliser et l'optimiser. Ouais, exactement. Et tu lis parfois des livres aussi? Alors, je suis pas un grand lecteur, mais Sacha m'a offert un livre il y a pas longtemps qui m'a remis dans la lecture, et c'est La vie de Sacha. Oui. Ah non, je vois pas. Non, ça s'appelle Bullshit Jobs, je sais pas si tu connais. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une vision du marché du travail avec tous ces jobs en fait qui servent à rien en quelque sorte, et ouais, vraiment les bullshit jobs, c'est très parlant comme titre. Ouais, et comment, genre, vraiment, il y a des postes qui servent pas à grand chose, et c'est des gens qui sauraient même pas eux-mêmes expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ce travail-là, pourquoi est-ce que leur poste existe. Et donc ça, c'est vraiment c'est une grosse analyse, c'est hyper intéressant. Je l'ai pas fini le livre, mais ça rejoint un peu ce qu'on fait avec l'IA, parce que nous, ce qu'on cherche C'était un cadeau d'anniversaire très ciblé. Clairement. C'était clairement ciblé, mais ça permet vraiment aussi de voir en quoi l'IA peut aider dans ce genre de choses, pour plus qu'on ait à faire des tâches super chiantes qui servent à rien, qui pourraient hyper facilement être automatisables, et que ça libère du temps finalement pour qu'on puisse faire des vraies choses qui ont de la valeur finalement. Et pour toi, les tâches clés aujourd'hui que tu devrais plus faire, ou qu'est-ce qui te fait de plus dans le marché ou dans sa vie? Non, de deux. Ouais. Qu'est-ce qui te personnellement, qu'est-ce qui est frustrant, et alors qu'est-ce que tu penses est vraiment une grosse opportunité dans le sens où l'IA peut vraiment aider beaucoup? Il y a beaucoup de choses qui passent par Excel. Souvent, voilà, tu vas avoir copier des données dans Excel, les formater, les mettre bien. Ça, souvent, on a certains clients pour qui ça prend des jours et des jours à faire, des rapports sur Excel, ce genre de choses qui peuvent se faire, on le sait tous les deux, instantanément, avec une bonne automatisation avec l'IA. On va avoir aussi beaucoup lire ses mails, répondre à ses mails. Très vite, on va se retrouver avec des centaines de mails non lus. Il faut répondre, il faut les lire, ça prend un temps énorme. Alors qu'avec l'IA, on peut avoir un résumé un peu de ses mails, on peut répondre aux mails directement avec juste en disant ouais, tu peux répondre à Alex, je sais pas quoi. Ça peut se faire en un clin d'œil, alors que ça prend énormément de temps dans une journée quand on le fait manuellement. Puis il y a vraiment un peu tout. Vraiment, il y a plein de choses qu'on fait de manière générale. En fait, dès qu'on se retrouve à faire une tâche un peu chiante, ça peut se faire automatiser. Un truc là que j'ai automatisé, franchement, c'est parce que ça me saoulait trop, c'est préparer les calls de vente. Un truc ça me prenait 10 minutes d'aller voir sur LinkedIn ce qu'il a fait dans sa vie, le gars, aller voir son site web. Et là, juste une IA qui va aller scraper LinkedIn, aller scraper le site web et me faire un rapport. On fait via Make, ouais. Et ça m'a changé la vie, quoi. C'était vraiment cool. Mais c'est le petit truc. Hein. Des petits trucs comme ça. On a fait un agent pour aller, à partir des transcripts, créer des offres et des devis déjà, qui sont déjà ça, c'est déjà un peu plus grand, hein. C'est pas un petit truc, hein. C'est des choses qui, tu prends quelques heures à le faire, honnêtement, quand c'est pour toi. Et ça te change la vie, quoi. Les quelques heures, tu les récupères rapidement. Mais ouais, ça peut aller plus loin, mais même juste aller classifier des mails, comme dit Yacine, il n'y a même pas besoin d'aller répondre aux mails, mais juste ranger ses mails automatiquement. C'est le genre d'automatisation qui sont super simples à faire, qui rangent beaucoup. Il y a des entreprises où la classification d'emails, ça fait en sorte qu'il y a des délais de 2 semaines pour aller répondre l'email. Parce qu'en fait, les gens, ils ont les temps à répondre, mais ils reçoivent que l'email après qu'un autre humain a fait la classification. Ouais. Et ça, c'est... Ouais. L'IA peut comprendre l'urgence, aller classifier les urgences aussi. Ouais, de plus en plus. Et aussi l'émotionnel. Ça aussi, c'est vraiment fort. Tu sens que l'émotionnel s'améliore dans les LLM? Oui. À vraiment comprendre l'intention de l'email, voir si la personne qui l'a écrit, s'il est frustré ou pas. Les IA sont très, très forts. Ouais. Et
Je suis assez d'accord, mais ça, c'est plus OpenAI, je trouve, que les autres. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. J'ai pas fait des A/B tests. Ouais, mais je trouve que ChatGPT, surtout le 4.5, ou très fort émotionnellement. Après, perd un peu en précision. Je pense que c'est aussi ça, en général. Ouais, il y a toujours un trade-off, mais le 4.5, je trouve qu'il est très fort émotionnellement et pour écrire des trucs sympas et tout. Mais on perd des fois en précision. Ouais. Et tu crois qu'un jour, on va tous avoir une copine IA aussi? J'espère pas. Mais ça existe, hein. Ça existe. Je vois souvent les pubs passer. Et j'allais dire, j'en ai déjà eu. J'en ai 10. Ah, non, évidemment, étant dans l'IA, je suis souvent targeté par ça. Mais j'ai des pubs, ouais, où... Par contre, ça, je suis dans l'IA aussi. Jamais... T'as pas ces pubs, mais... Ok, Toi aussi ou... Non, franchement, non. Mais... Bon, ok. J'ai pris l'abonnement hier, j'avoue. Mais je voyais la pub où tu peux vraiment discuter avec elle, tu peux lui demander de faire des choses. Mais je pense que ouais, on tend vers des choses comme ça. De toute façon, après, on va avoir des choses trop cool avec l'IA qui vont être faites, qui vont apporter des choses, puis il va y avoir des choses moins sympathiques. Et ça, c'est normal, c'est comme toute nouvelle technologie, on va avoir des dérives. Et pour moi, c'est un peu une dérive, ça. Je lisais un article vis-à-vis de ça sur des cas de dépendance à l'IA sur des sujets psychologiques, vraiment des cas où vraiment une pression, un stress si l'IA est pas là pour aller discuter d'événements dans la vie des gens. Je sais plus comment ça s'appelle, les dépendances psychologiques à l'IA. On a besoin d'aller discuter avec cette IA-là, un peu comme on peut avoir. Ouais, mais c'est vraiment un problème. Hein. Et tu avais en Belgique ce cas où tu avais une personne qui était vraiment en dépression et qui communiquait beaucoup avec l'IA. Et alors, tu avais l'IA qui disait « Ouais, tu dois te suicider. » Et bon, voilà, c'est clairement... Mais ça, maintenant, les modèles se sont améliorés. Ils disent plus des trucs comme ça. C'est beaucoup amélioré. Ils ont mis mais... comment ça s'appelle, des sécurités comme ça. Ouais, comment ça s'appelle des sécurités, des choses filtres. que l'IA peut pas dire. Des filtres. T'as beaucoup de modèles open source, s'appelle qu'est-ce que tu l'alignement. peux faire, qu'est-ce que tu veux. Si tu veux demain faire un modèle qui à chaque fois te dit tu dois te suicider, tu le trouveras. Tu pourras le faire. Il y a les modèles IA, c'est vraiment Wild West. Hein, si tu veux quelque chose qui... allez, ça aussi, c'est une réalité. Et ça me fait encore peur. Aujourd'hui, si tu prends 2 photos de la femme ou l'homme qui est à côté de toi dans l'école, tu te demandes à l'IA de faire des photos où cette personne est tenue, c'est hyper facile. Et les modèles de vidéo, ils ont blindé amélioré. Il y a beaucoup de training data pour le porno sur l'internet. Donc, c'est clairement, si demain tu veux faire la même chose dans un contexte vidéo, tu pourras le faire. Et c'est aussi quelque chose, on a Brent qui bosse chez eux, qui bosse aussi chez, je connais pas le nom, mais ils font genre comment on dit ça en français, qui font dans les entreprises et qui expliquent les cas éthiques de l'IA, mais spécifique dans le domaine sexuel. Ouais, voilà, exactement. Sensibilisation. Et lui aussi, il dit c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Il y a des cas concrets où il y a des personnes qui utilisent l'IA pour aller créer des photos et que tu vois plus la différence. Ouais. Mais franchement, ça m'arrive souvent parfois où, je sais pas, je scrolle sur un réseau social comme ça et mais c'est de l'IA ça. Et je me dis, ça c'est devient de plus en plus difficile. Et à un moment, on verra plus du tout la différence. Déjà, je pense qu'on a commencé à atteindre ce stade. Je suis sûr qu'il y a plein de photos qu'on a cru vraies, mais qui sont pas vraies au final. Et plus ça va, et moins on fera la différence. C'est parfois maintenant, tu as juste l'idée que tu regardes l'IA et alors après, tu te dis, ah ouais, non, en fait, c'était vrai. Ouais, par exemple, Trump qui avait déclaré qu'ils allaient remettre les trucs en plastique. Ouais. Comment on appelle ça? On prend l'eau. Les pailles en plastique. Les pailles en plastique. Je pense que c'était une vidéo IA. Pourquoi il prend son temps pour signer un document qui dit qu'on va les utiliser? Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vraies vidéos et les gens ne les croient pas, souvent parce que ça rentre pas dans leur opinion et ils veulent pas y croire, tu vois. Ils disent non, c'est de l'IA alors que c'est vrai. Mais là, la différence, ça devient de plus en plus difficile à faire. Mais allez, pour clôturer ce point, moi je crois vraiment que c'est plutôt une technologie qui va apporter beaucoup de positifs. Et ça, c'était ma expérience personnelle aussi. J'étais nul en écriture et à cause de l'IA, je suis où je suis aujourd'hui. Et pour des personnes qui sont pas nées en Europe
pas né en Amérique, ou ça j'ose même pas dire parce qu'il y a des pays où aujourd'hui moi je préférais habiter que dans un certain pays ici. Il y a vraiment la truc clé que la technologie va faire, ça va créer plein d'opportunités pour plein de personnes. Et pour nous c'est cool parce que ça crée des perspectives entrepreneuriales, mais pour certaines personnes ça va vraiment créer des opportunités qui vont complètement changer leur vie. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont être négatives, qui vont faire en sorte que, voilà, pour certaines personnes, la vie va devenir plus difficile. Il y a des gens qui vont perdre leur boulot. Il y a des gens qui vont avoir des relations avec des IA qui vont complètement avoir un impact fortement négatif. Mais ça va être des anecdotes où l'impact fondamental va être des gens qui vont avoir beaucoup plus de choses qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup de gens qui disent en fait vous allez juste remplacer des postes, des métiers, les gens vont perdre leur boulot. Comment tu pourrais répondre à ça? Tu regardes maintenant les codeurs. L'IA est hyper fort pour coder des trucs. On voit pas que les gens ont perdu leur job. Toutes les entreprises avec qui leur job a changé. Et en plus de ça, moi je pense que la demande pour des personnes qui savent programmer et coder, elle a augmenté à cause de l'IA. Parce que ça, c'est un concept économique, donc je devrais pouvoir le dire. Mais tu as quelque chose qui s'appelle, quand quelque chose vient plus facile, que la demande va augmenter. Parce que si maintenant, toi, tu es un boulanger, et tu dis, en fait, je dois avoir une application sur laquelle les gens ils peuvent commander leur sandwich avant qu'ils viennent chez moi dans le magasin. Il y a 10 années, tu pourrais pas le faire pour 10 000 balles. Tu pourrais pas le faire pour 20 000 balles. Tu aurais besoin d'une équipe de TF qui allait regarder dans les livres comment est-ce qu'on écrit cette partie, Puis, Substack est venu, donc tu pouvais aller regarder sur l'Internet. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore créé une application, peut-être pas pour des pains, mais pour quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a des choses que je peux copier? Là, aujourd'hui, tu utilises un outil comme Lovable et tu as cette application directement. Mais par contre, tu as encore toujours besoin de cet expert qui va vraiment faire en sorte que ça marche bien et qui a un peu pensé c'est quoi les edge cases. Et donc, ça reste fondamentalement pour faire en sorte que tout le monde peut parfaitement l'utiliser. Ça reste un projet de 5 à 10 jours. Mais là où il y a 2 ans, tu n'avais aucun boulanger qui aurait dit « je vais faire ça », je suis sûr que maintenant, on a déjà 10 qui ont dit « ah, mais en fait, c'est une bonne idée ». Et peut-être, si c'est réduit à 5 jours, de 10 jours, qu'on aura une centaine qui vont le faire. Et en gros, la volue de la nécessité des experts IA ou d'experts de codage ou n'importe quoi, des experts de UX, expérience digitale, la demande fait que grandir. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour entreprendre, on est obligé d'utiliser de l'IA? Non, tu peux faire des fauteuils et tu travailles avec soi. Mais ça va blinder t'aider avec l'administratif. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, chez mon cas, sur lequel on est vraiment en train de mettre beaucoup de trucs. Mon rêve, c'est ce qu'on peut dire, ici à côté, il y a Fromagerie, elle est géniale. La petite vache, vraiment la meilleure décès. Shout out. Placement de produit. Et c'est le plus ancien de Doucet, qui déteste la technologie. Ça existe déjà pendant 100 ans. Mais là, quand je lui montre le banquet chat, et j'ai dit, parce que j'ai demandé, on avait des clients, est-ce que tu peux pas faire les factures? Ouais, je te fais les factures, mais je dois aller dans mon système. Et moi, je dis, regarde comment je peux le faire. Et lui, il voulait avoir ce système. Et on n'était pas encore prêt à le montrer. J'espère qu'un jour, de le mettre en place, mais j'espère qu'un jour, aussi à des petits commerçants comme ça. Ça, c'est le but. Parce que là, votre tranche de prix, c'est plus pour les grosses corpos, quoi. C'est un peu comme Tesla a fait. Ils ont commencé avec des voitures pour des personnes qui avaient beaucoup d'argent, et puis ils ont créé des voitures pour des personnes qui ont un peu des budgets un peu plus. C'est mieux dans ce sens-là ou dans l'autre? Parce que Odoo, c'est la démarche inverse. Ils ont rendu leur ERP accessible à tous avec des prix starter de fou, et puis... Ça dépend de la stratégie. Ouais. Je pense que peut-être si de mon vrai Odoo, est-ce que tu n'aurais pas focus cette première année sur les grands clients? Ils ont eu 7 années difficiles probablement à cause de ça, ouais. Et donc, je pense que pour nous, aujourd'hui, ma stratégie, c'est que c'est un accélérateur. Et que je sais que pour les grandes boîtes, la valeur est plus grande, le budget peut devenir plus grand. Et on va arriver à faire la même valeur pour moins et moins d'actions.
Et je dois passer à des récits parce que Codeur fait quelqu'un dit je vais pas faire projet demain et je vais encore attendre bien aller. Et ça, c'est la réalité. Mais une question de crédibilité aussi. Quand on commence une boîte, c'est dur de convertir des gros comptes, des gros clients. Il y a cette notion de, voilà, on est petit, on est personne. Comment vous avez fait au début pour avoir vos premiers gros clients? On a eu un peu la chance, je dirais qu'on avait vraiment des clients qui investissaient dans nous et pas nécessairement dans nos reboots. Et donc, par exemple, avec le premier email truc qu'on a fait, en toute honnêteté, la première démarche, la technologie était pas prête. Mais on l'avait construit et ça marchait, mais l'architecture qu'on avait utilisée, c'était pas la bonne architecture. Et par contre, avec eux, alors, on a fait beaucoup de cadeaux. Donc, le système, il était là, on a pour ajouter un peu des trucs. Après, on a mis, mais en fait, on doit le faire comme ça, et on a refait tout le truc. Et donc, c'est comme ça que tu fais en sorte que tu... Go beyond the extra mile. Voilà, exactement. Et c'est à chaque fois, c'est faire ça. Et aujourd'hui, c'est moins nécessaire, mais je essaye quand même de garder ça. Mais je me rappelle un moment, c'était il y a 1 an, où je pense, vous avez eu un client, vous avez pu aller tout au bout avec lui, et puis vous avez demandé votre numéro d'entreprise ou quelque chose comme ça, et il a vu que vous étiez trop petit, et donc il n'a pas décidé d'aller plus loin avec vous. On n'a pas toujours ça. Tu auras toujours. Okay. Et comment tu contres ça? Comment tu arrives à convaincre des gros clients comme ça, alors que vous êtes encore petit? Bon, vous êtes de moins en moins petit, effectivement, mais dès le début. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Tu gardes vraiment ce suivi-là, quoi. Ouais, par exemple, on parle avec les grandes banques ici et c'est des processus de 1 an à 2 ans. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà en train de penser « Ah, mais en fait, on aurait dû signer avec eux parce que on voit qu'est-ce qu'ils font sur LinkedIn, sur Instagram et on veut avoir la même chose. » Tu partages beaucoup sur LinkedIn? Pas assez, mais là, on a une bonne machine qui va commencer. On va, c'est-à-dire, on a quelqu'un en marketing, on a quelqu'un qui fait que des vidéos et le but c'est vraiment d'apporter cette histoire de c'est quoi, qu'est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on construit les bonnes solutions. C'est vraiment du infotainment. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter. Et on a fait des beaux projets, par exemple avec la police, et eux aussi sont chauds à vraiment mettre ce projet sur l'internet. Et donc là, on n'a pas beaucoup à montrer, mais ça va vite changer. Ouais. C'est qui vos concurrents et comment vous démarquez? Je sais pas, il y a du B12 qui fait des choses assez similaires. Il y a deux, ils font du beau boulot. Il y a les plus grands comme un CDK. Mais même des boîtes comme Capg, vous faites des projets similaires. Ouais. Après, c'est souvent des beaucoup plus gros clients. Ouais. Et alors, enfin, tous les Big Four, je pense, on l'IA maintenant, non? Ouais. Ouais, mais tu vois de plus en plus aussi les Big Four qui veulent travailler avec nous. Donc je pense que ça va être une bonne piste pour l'année prochaine pour aider les Big Four parce qu'on est vraiment fort à aider des consultants. Et donc, le VocaChat, par exemple, il marche très très bien pour des consultants. Mais donc aussi pour le VocaChat, notre plus grand concurrent, c'est Microsoft. Hein. Et pour Microsoft, ils ont la chance parce que on paye une taxe à Microsoft. Chaque personne qui est chez nous sera au VocaChat. Il y a une partie qui va directement chez OpenAI, 50% de ça va chez Microsoft, mais aussi si les clients est sur Azure, ça tourne chez eux. Donc, eux, ils ont aussi un intérêt que nous, on a de succès. Et donc, mais en même temps, on est comme un concurrent parce que quand ils vont faire l'évaluation, est-ce qu'on va bosser avec un VocaChat ou avec un Microsoft Copilot? Ça, c'est toujours la question. Et le grand problème, c'est que personne croit qu'une petite boîte avec 20 personnes peut apporter quelque chose qui a plus de valeur qu'un Microsoft Copilot. Mmh. Ouais.
Et comment vous arrivez à vous différencier hors de ces autres prestataires? Les hotspots, Microsoft a un Business Central. Oui. Il y a des logiciels qui sont mieux. Microsoft fait tout. Nous, on fait l'interface chat. Ouais, je reformule ma question, mais vis-à-vis des autres prestataires d'implémentation IA comme ça, comment vous arrivez à c'est quoi la différence entre toi et vous et un B12 et d'autres boîtes comme ça? C'est quoi vos facteurs différenciants? Je pense qu'on a quand même un fort focus sur les projets LLM. On a commencé après ChatGPT. La majorité des concurrents, ils ont commencé avant. Et donc, il y a des expériences legacy qui sont parfois contre-productives. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est... Dans quel sens? Dans le sens où beaucoup de projets que nous on fait avec des LLM, tu pourrais essayer de le faire avec un modèle que tu vas entraîner toi-même. Classification d'email par exemple, parfaitement possible de dire je vais faire mon propre modèle, je vais le fine-tuner et... c'est même pas de l'entraînement ni du fine-tuning, c'est un prompt quoi. Ouais, non, donc voilà, aujourd'hui c'est un prompt, et avec un prompt tu peux vraiment avoir un bon résultat, mais tu peux aussi vraiment aller créer un modèle IA toi-même, et ça va te coûter beaucoup plus d'argent. Donc aussi pour un consultant, c'est un peu, est-ce qu'on va juste donner un prompt à la boîte, ou est-ce qu'on va pas faire notre projet qui coûte normalement 200 000, 300 000 euros pour aller créer un modèle de Scratch pour faire la classification. Et donc pour eux, ils ont aussi un peu cette foule de ok, mais on ne veut pas commencer à faire des classifications à un dixième du prix. Et donc voilà, ça aussi, la technologie, c'est deflationary. Ça fait en sorte que les prix diminuent. Et donc ça aussi, je pense que c'est notre edge, c'est qu'on peut encore vraiment faire de la compétition sur les petits projets. On a beaucoup de projets qui sont 5 000 balles, 10 000 balles. Et tu ne vas pas voir un Deloitte prendre un projet à ce prix. Mais alors, tu dois faire en sorte que tu as la bonne structure, les bonnes bases, que tu ne passes pas 10 jours à développer ce truc. Et comment vous faites pour aller aussi vite sur les petits projets? C'est les templates existants, les process? Et ça, c'est comment le C'est quoi les bonnes bases? Si tu veux aller faire des projets... Du coup, il n'y a pas de custom dev pour des projets à moins de 10 000 par exemple? Non, ça c'est une mauvaise idée. Parfois c'est le cas. Non, et alors c'est aussi quand tu vas faire des custom projets, alors là aussi avoir la bonne base c'est important. Donc on a vraiment, à l'échelle Wonka, on a JB qui a bossé vraiment sur une super belle boilerplate qu'on peut aller utiliser dans différents projets. Donc ça c'est utile parce que c'est comme si toi demain tu veux créer un SaaS et tu as déjà, ça existe, mais l'intégration avec Stripe, tous les petits building blocks que tu dois avoir qui sont déjà là. Et donc ça aussi c'est quelque chose qu'on a fait. Aujourd'hui la façon que tu fais des projets custom code c'est un peu différent qu'avant toute la vague AI. Et nous je pense qu'on a une meilleure base parce qu'on a vraiment beaucoup investi là-dedans. Ouais. Okay. Je respecte ta time limit. Yes. Avec 2 questions pour la fin. La première, c'est quoi la suite de Wonka? Et surtout aussi, est-ce que ce qui se passe maintenant, c'est aligné avec ce que tu as vu il y a 2 ans? Parce que quand tu t'es embarqué là-dedans il y a 2 ans, est-ce que tu te voyais être là aujourd'hui? Et là, en fonction de là où tu es aujourd'hui, c'est quoi la suite? Vraiment en 2 temps. Ouais, c'est ce que je disais avant. Moi, mon but, c'était d'avoir une boîte avec 10 personnes et je considère ça déjà en tant qu'un succès. Pour moi, je veux avoir le plus possible d'autres jeunes personnes ou jeunes en esprit. Ça peut être, parce que là aussi, on est en train de recruter des bons gens qui ont plus de 40 ans, donc c'est vraiment pas l'âge nécessairement. Ça, t'as plus de responsabilité aussi, parce que du coup, le job que tu leur donnes, il y a une famille derrière. Exactement. Ouais. Quelqu'un ça sera bien pour mon stress, tu ne vas pas me rappeler. Non, et c'est vraiment, maintenant, c'est pour moi. Si bon qu'à foire, il y a des enfants qui ne vont pas manger ça. Non, c'est un bon marché aujourd'hui. Il y a beaucoup de jobs qu'on peut prendre. Mais non, pour moi, je ne m'attendais pas à où est-ce qu'on était aujourd'hui. Je le voulais. J'avais ce rêve d'être à le point où on est aujourd'hui. On exceed nos expectations. Mais c'est surtout, pour moi, dans les 3 derniers mois, ça a vraiment été dans les personnes qui se sont dit ok, mais Wonka, pour moi, c'est la prochaine étape.
Et ça, c'est ce qui me donne vraiment beaucoup de motivation. Et j'espère que dans 3 ans, c'est encore toujours le cas. Tu veux quoi dans 3 ans? On veut quoi? T'aimerais que ça soit quoi dans 3 ans? La même chose qu'aujourd'hui, mais plus gros. Ouais. Et que on doit plus. Je trouve ça un peu dommage que les gens ne croient pas qu'on dise qu'on peut être comment on dit ça, une substitute pour quelque chose qu'ils font déjà aujourd'hui. Nous, on voit que le monde il est en train de changer hyper vite et c'est vraiment encore toujours, tu dois convaincre les gens. Et tu as encore toujours ces discussions à la fin du call, mais comment est-ce qu'on doit aller dire ça à tous les employés que peut-être leur job il va partir. On n'est plus dans ce mindset. On voit vraiment que ça va changer positivement et que souvent il y a le management qui est plutôt un facteur limitant pour avoir l'innovation, même s'ils ont le titre Innovation Manager. Et ça, c'est dommage. Et moi, je pense, pour revenir sur qu'est-ce que moi je veux, c'est juste qu'est-ce qu'on fait maintenant, le plus grand. Et maintenant, on a un studio dans lequel les gens peuvent se développer leur projet. Ouais. Et donc ça, si la structure comme elle est aujourd'hui, c'est pas la bonne, alors on va la changer. Mais pour moi, c'est le plus important. Ouais. Et international aussi, parce que je veux avoir des bureaux dans des régions plus un peu moins. C'est 100% Belgique ou vous avez des clients en dehors? On a des clients en dehors, pas beaucoup. Non, 100% belge, je pense. Ouais, là, à tous les invoices qu'on a envoyés les mois derniers, ils étaient tous en Belgique. Mais c'est pas chaque mois comme ça. On a quelqu'un qui bosse de la Suisse, on a quelqu'un qui bosse des Pays-Bas. Là, on vient d'engager quelqu'un qui va aller au Canada. Donc, l'expansion internationale, c'est important. Parce que pour moi, le plus important, c'est de trouver les meilleures personnes dans chaque région. Voilà, tu vas avoir de la présence là-bas aussi. Ouais. C'est quoi tes grosses erreurs avec Wonka? C'est quoi les choses, si tu recommences 2 ans et 3 mois auparavant, tu fais différemment? Pas des erreurs, on va probablement en parler, mais... Il y a des milliers, mais des grosses erreurs. Des choses avec ton knowledge de maintenant, tu aurais fait différemment. Erreur Tu es toujours planifié pour le cas le plus négatif. Ça, c'est ma plus grande faute. Ça reste mon plus grand défi. Tu dois oser de planifier pour le cas hyper positif. Et tu dois oser d'avoir une grande ambition. Et surtout moi qui a toujours... Oser d'avoir une grande quoi? Ambition. Ouais. Et il faut aussi parfois dire, on va quand même engager 3 personnes en plus. Parce que voilà, on est ambitieux et c'est la bonne chose à faire. Ouais. Et tu dois être dans un mindset plus positif. C'est ça. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est pas mentalement, mais c'est vraiment dans l'idée, ok, en Amérique, quand quelqu'un commence une boîte, c'est toujours ça va devenir la plus grande boîte. Ici en Belgique, c'est pas le mindset. Et donc parfois tu dois oser de dire, la boîte va être 4 fois plus grande l'année prochaine. Et alors le mec te regarde et dit non, c'est pas possible. Que toi tu dois le croire et tu dois prendre une décision qui vont t'apporter dans cette direction. Ouais. Et au-delà du mindset, tu as des actions ou des directions de la boîte que tu as prises, que tu aurais prises autrement? De distraction, ouais. Parce que voilà, en termes de projet, de focus, on veut beaucoup essayer et on n'avait pas un framework pour évaluer qu'est-ce qu'on va mettre en priorité ou pas. Et donc, ça c'est quelque chose qui a vraiment été une faute, où on disait, comme je disais, la vision c'est de beaucoup essayer, il faut essayer 100 trucs et tu vois les trucs qui marchent très très bien, mais c'est pas le goal d'arriver aux 100 les plus vite possible, c'est de choisir les 100 qui ont le plus de potentiel de devenir quelque chose. Et ça, on n'avait pas ce mindset, on a fait des trucs débiles, pour vraiment perdre de temps. Ouais. Et de vraiment penser que tu peux tout productiser. Et ça, c'était un but. Mais en même temps, on croyait que le SaaS, nous on croit vraiment que software as a service, ça va devenir service as a software. Tu l'as déjà entendu cette histoire. Et pourquoi alors, à chaque fois qu'on avait quelque chose, ça marche bien, on allait faire un produit. Ouais. Je trouve que c'était une erreur d'essayer de tout productifier. Ouais. Mais ça ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent
qui peuvent être hyper successful en tant que produit. Par exemple, les trucs que Peter Levels fait, c'est des produits et ça a beaucoup de succès. Par contre, il ne faut pas croire que c'est la seule façon de la faire. Il y a d'autres trucs et parfois les personnes qui sont dans le produit ils disent ça doit être du produit sinon c'est pas bien. Ça pour moi c'est pas le métrique des succès. Tu as fait You Start, tu sais que voilà, bosser avec une équipe, avoir des autres personnes qui peuvent pouvoir, vous êtes commencé ensemble, pouvoir célébrer des trucs ensemble, ça donne vraiment de l'énergie à la vie. C'est aussi pourquoi moi je ferais jamais quelque chose tout seul. Tout et ça, c'était avec quelqu'un? Toujours avec des autres personnes. Ouais. Moi je vois pas je comprendrais pas pourquoi je voudrais avoir un succès tout seul. C'est la même chose quand tu peux pas commencer une famille tout seul. Tu veux partager ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent ah non, je veux pas partager mon histoire entrepreneuriale avec quelqu'un d'autre? Ça c'est ouais. Mais bon, il y a des bonnes raisons. Tu peux faire plus de fric, voilà. Donc ça c'est possible. Mais non, pour moi ça a toujours été je veux partager avec les gens. Ouais. On dépasse, il est 30, je te le dis, comme ça si tu veux me dire tais-toi et pars. Mais j'avais envie de te poser cette question déjà en off avant, je ne l'avais pas fait. Pourquoi tu penses que les micro-SaaS vont continuer à évoluer, mais que les gros SaaS vont mourir? Parce qu'ils ont les désavantages des grandes boîtes et que ça devient de plus en plus facile de vraiment faire des trucs complexes grâce à l'IA. Je suis sûr qu'il y aura un jour où il y a un mec hyper doué qui utilise l'IA et qui peut complètement refaire un gros logiciel comme HubSpot à 90%. Il y a certains trucs qu'il ne va pas pouvoir le faire, mais juste, allez, c'est pas toi en plus qui avait fait son propre CRM. Voilà, genre, à combien de pourcents est-ce que tu es aujourd'hui de ce que HubSpot peut t'apporter en valeur? En fait, le truc qui est arrivé, c'est que j'ai effectivement construit ce CRM là en 2-3 heures. On a commencé à l'utiliser, mais plus on s'est rendu compte d'un truc, c'est l'intégration d'un CRM que tu codes toi-même avec d'autres outils, elle n'existe pas. Tu peux connecter ton Slack avec ton HubSpot, tu peux connecter ton Slack avec ton Notion. Par contre, ton CRM que tu vas code toi-même, après, si tu veux intégrer d'autres outils, du Make, du N8N, c'est galère. Parce qu'il faut le faire natif, il faut le construire. Quoi. Parce que pour eux, c'est aussi une risque, comment on dit ça, existential risk. Risque. Non, et voilà. Et donc, ce CRM, pour finir, on a arrêté de l'utiliser parce qu'il n'y avait pas ces intégrations-là. Et pour aller faire des agents qui, effectivement, font ces transcrits, vous avez généré ces offres, font les prépa calls, on est passé sur du Notion parce que c'est. Et donc, est-ce que tu as déjà utilisé Lexi? Oui, Lexi tout le temps. Pour eux, pour ajouter un CRM, ça devient une possibilité de, ok, si on veut, ils doivent décider que c'est la bonne stratégie. Mais s'ils veulent, ils prennent 2 développeurs et pendant 6 mois, ils bossent là-dessus. Et ils ont un CRM qui va marcher bien pour la majorité de leurs clients. Et alors, tous les clients qui sont aujourd'hui sur HubSpot, combien est-ce qu'ils payent? Tu sais ou pas? Cher. Ça peut facilement être, si tu as une équipe de sales avec 100 personnes, 1000 balles par mois, beaucoup plus. Ça peut vraiment être beaucoup plus. Ça peut être 10 000 balles par mois. Si tu as tous les trucs de service et de marketing aussi. Dans la boîte où je bossais avant, on avait une équipe de 6-7 personnes et on était à 3 000 € juste pour tout ce qui était en HubSpot. Si demain t'es Lexi et tu dis les gars, vous allez quand même toujours chez nous pour voir les résumés parce que vous ne pouvez pas utiliser ça en CRM. Et en plus de ça, c'est pas 3 000 balles, mais c'est 30 balles par utilisateur. Ça a rien à voir. Voilà. Là, on fait beaucoup de custom dev pour des CRM parce qu'en fait, on construit des CRM qui sont super adaptés au use case d'une boîte. Ce qui HubSpot ne fait pas parce que c'est très généraliste. Et en général, on construit ces CRM sur du Airtable par exemple. Après, ils ont l'abonnement Airtable à 30 € par mois une fois que ce custom dev est fini. Genre de truc, plus en plus de boîtes et startups. Ça marche de plus en plus. De toute façon, c'est plus on va réussir à développer des choses hyper rapidement et plus, comme tu as dit, les grosses boîtes, les gros SaaS vont avoir moins d'intérêt parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ajouter de plus en plus de features pour s'adapter de plus en plus à leur marché, mais ça devient énorme. Moi, HubSpot, j'arrive, je connais pas HubSpot, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? C'est trop dur. C'est juste parce qu'on a besoin qu'il y ait absolument tout ce qu'il faut pour tout le monde.
Alors que que nous, ça on se peut rédiger, faire- tu penses. Oui et non, mais c'est vraiment le plus grand bottleneck aujourd'hui, c'est utiliser les logiciels. Les gens maintenant, ils peuvent faire tout avec ChatGPT et la fonctionnalité de ChatGPT va augmenter. Et donc, tu ne voudras plus apprendre à utiliser HubSpot. Tu veux juste que tu peux dire. Utiliser ChatGPT, fait dans le Tout le monde veut avoir un assistant. Hein. Tu regardes le CEO de Belfius, tu dis ah, mais il y a quelqu'un devant sa porte qui est en train d'écrire tous ses emails. Tout le monde fait ça. Et l'IA va faire en sorte que tu fasses ça. Du coup, dis justement que les modèles d'IA vont devenir en fait l'interface où tu peux connecter tes outils. dans lequel tu connectes tous tes Exactement. outils. Un peu comme le téléphone aujourd'hui, ce serait directement du coup le ChatGPT ou autre, dans lequel tu pourras connecter tous tes apps, tous tes outils, et ce sera à partir de là où tu pourras tout faire. Par message ou par note vocale, et tu pourras faire des actions directement sans avoir à ouvrir les apps séparément. Et donc ça va devenir, d'après de nombreuses personnes, vraiment, ça va remplacer un peu l'utilisation des téléphones, ce genre de choses. Et ça sera pour tout de suite à mon avis, mais c'est vers quoi on tend. 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, je vais devoir partir avec le vélo. Par contre, moi, j'ai encore une question. Ouais. Quel livre est-ce que je dois lire? Ça dépend pour quel sujet. N'importe. Si t'as un livre Bon, le truc classique. Moi, j'en ai deux, je pense. Celui. La couverture a l'air bullshit, elle a l'air mauvaise, on dirait un truc un peu bullshit, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Seven Habits of Highly Effective People. De Stephen Covey. Il est super connu. Désolé. Ça montre un peu, tu parlais de partager une aventure entrepreneuriale, ça montre l'importance de l'interdépendance. Et c'est quel l'habit qui est le plus. C'est cet objectif de synergie, cet objectif de win-win dans la vie. Il y a un chapitre qui s'appelle First Seek to Understand, to be Understood. C'est ce genre de truc-là. Et en fait, il y a 7 habits, il y en a 3 qui montrent l'aspect personnel, 3 qui montrent l'aspect interpersonnel, et après il y a un peu une habits générale. Et ce livre m'a vraiment beaucoup influencé sur ma manière de travailler avec d'autres gens, de gérer même mes relations privées, de plein de concepts d'empathie, de compréhension de choses là. Et ça, ce livre-là m'a beaucoup influencé en tant que manager. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et après l'autre, c'est simplement Little Startup. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois. J'ai fait un épisode de podcast dessus. Il a vraiment changé ma vie et ma façon d'entreprendre. Et toi? Je vais d'abord poser la question à toi. Bullshit job. Je suis pas un grand lecteur malheureusement, et ça c'est quelque chose que je veux améliorer Alors j'ai un de façon bon livre personnelle. pour toi. Vas-y. Le Petit Prince. Non mais C'est ça, mon livre préféré. ça je l'ai déjà lu aussi. J'ai lu. C'est quoi les leçons derrière le Petit Prince? Il y en a beaucoup. Il y a chaque planète, il y a différentes leçons. Mais pour moi, c'est juste. Je sais pas, je trouve ça important qu'on garde toujours cette idée qu'à l'intérieur, on a encore quelqu'un de jeune qui veut explorer, qui est naïf, qui peut faire des trucs et qui a des ambitions. Et pour moi, ça, c'est un peu le Petit Prince. Voilà. Code promo du livre Amazon dans la section Petit Prince. Je pense qu'il en a déjà deux assez. Cédric, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Cédric sur LinkedIn, Cédric Glissen. C'est ça, exactement. Glisten. Parfait. Le site c'est meetwanka.com. Exactement. Wanka.com n'existait pas. Meetwanka.com. Juste le wanka.com, ça n'existait pas. C'était trop cher. C'est trop cher. Vous recrutez en ce moment? Oui. Par contre, date commence, c'est plutôt janvier, parce qu'on a déjà. Du sales, du dev? Tout. Ok. Donc, Ça, là, tu postais sur LinkedIn? Donc pour des gens qui veulent être en full time, c'est plutôt commencer en janvier, mais c'est dans toutes les facettes, parce qu'on va peut-être quand même faire un levée de fonds à la fin de cette année, et donc il y aura des nouveaux budgets, mais on veut déjà vous rencontrer aujourd'hui, parce qu'on cherche vraiment les bonnes personnes. Et par contre, pour des stages, on a encore 2 places pour septembre et octobre. Et là... On postule comment sur LinkedIn? N'importe quel. Sur le site, il y a une partie career aussi. On peut, avec le site, si on fait d'une autre façon, c'est toujours mieux. C'est un peu l'entrepreneuriat que tu dois mettre en... C'est le premier filtre à l'entrée. On a beaucoup de CV qui arrivent ici en papier, et c'est les seuls qui reçoivent toujours un entretien.
Parce que la motivation de venir sur place pour donner. Exactement. Ouais. Cédric, merci beaucoup. Arnaud, merci beaucoup. Yacine, merci. Super épisode, je suis super content d'avoir fait ça. J'ai hâte de faire l'update dans un an. Ah ouais, alors on le fait à 4. On le fera à 4 avec tout le monde. Ouais. À 5.